Le plus dur commence, mais c'est une famille réunie, rassemblée. Ça coince sur quoi, si on peut savoir? La question, c'est l'écologie sociale que je porte. Quelle place elle aura dans la campagne présidentielle? Ce qu'on a vu avec cette primaire, c'est que les Verts ne sont toujours pas pris clairement à gouverner. Vous resterez dans l'histoire, Monsieur le Président de la République, le président de l'inaction climatique. Quelle honte de transformer cet hémicycle en Assemblée nationale. Je crois que c'était un beau moment de débat démocratique. Bonsoir, bonsoir. Oh, mais c'est marrant ça que ça vous fascine autant. Mais oui, on s'est eu au téléphone tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Nous sommes, comme toujours, les bras grands ouverts. Nous sommes un pays de diversité. Zemmour fait le juif de service pour les antisémites. Je dénonce avec beaucoup de force ces propos, c'est honteux. Nous voulons gouverner. Nous sommes prêts parce que les Français sont prêts. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Bonsoir Yannick Jadot. Bonsoir. Candidat d'Europe Écologie Les Verts à l'élection présidentielle. Merci d'avoir accepté d'être ce soir face à BFM, face aux journalistes de la rédaction de BFM TV qui vont vous interroger tour à tour, chacun sur un thème dans un domaine très précis, vous allez voir. Je vous présente donc celles et ceux qui m'accompagnent ce soir. Il est éditorialiste économique, vous le retrouvez entre autres tous les midis dans le Déj Info. Bonsoir Emmanuel Le Chypre. Bonsoir à tous, bonsoir Yannick Jadot. Vous parlez beaucoup de la fin du monde, mais ce qui préoccupe les Français, c'est la fin du mois. Alors on verra si on peut vous faire confiance pour défendre le pouvoir d'achat. Elle est éditorialiste politique à BFM TV. Bonsoir Amandine Atalaya. Bonsoir Monsieur Jadot. Pendant cette élection, la France va faire un choix qui l'engage pour 100 ans environ. Le nucléaire stop ou encore, vous dites stop. C'est radical et vous allez nous expliquer pourquoi. Polo News, tous les soirs, 20h sur BFM TV. Bonsoir Natacha Polony. Bonsoir Yannick Jadot. Bonsoir. Les Verts sont accusés d'angélisme sur les questions régaliennes. Alors nous allons parler sécurité, immigration, questions internationales. Elle pose vos questions tous les matins dans le Live Toussaint. Bonsoir Roselyne Dubois. Bonsoir Yannick Jadot. Les préoccupations au quotidien des Français, alimentation, transport, pouvoir d'achat. Vous connaissez la formule, hein. Questions concrètes, réponses concrètes. Et puis il est le chef du service politique de BFM TV, Philippe Corbet. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Jadot. Bonsoir. Avant cette campagne, vous aviez un boulevard devant vous et on va voir ce soir si vous êtes dans une impasse. Et j'ajoute que vous qui nous regardez, vous pouvez poser vos questions à Yannick Jadot sur les réseaux sociaux avec le hashtag face à BFM ou en scannant ce QR code qui apparaît sur votre écran. Vous scannez, ce qui vous permet d'envoyer directement un mail. Tout à l'heure, c'est Léopold Haudebert qui viendra nous dire ce qui vous fait réagir ce soir. Yannick Jadot, avant de laisser la parole à mes camarades, question d'actualité ce soir. Yannick Jadot, vous êtes à un moment délicat, compliqué de votre campagne. Délicat parce qu'on le voit, vos sondages sont clairement orientés à la baisse. Vous êtes donné ce soir autour de 5% dans les sondages. Délicat aussi parce que vous vous retrouvez au cœur d'une polémique depuis 48 heures en voulant attaquer Éric Zemmour sur ses propos, notamment sur Pétain. Vous avez dit, je vous cite, « Éric Zemmour fait le juif de service pour les antisémites ». Le juif de service, est-ce que ce soir, tout simplement, vous regrettez ces propos ? Est-ce que c'était la meilleure formule? Peut-être pas. Mais ce qui me sidère depuis 2 jours, c'est qu'en fait, j'entends les éditorialistes, je vois les polémiques. La seule discussion, c'est autour de cette formule. On a un candidat qui, vous le savez, a condamné Dreyfus, veut réhabiliter Pétain, Papon, a considéré que la collaboration a été une magnifique œuvre de protection des Juifs dans notre pays, contre toute réalité, contre toute vérité. C'est le même candidat qui, il y a quelques années, considérait que tous ces Juifs qui avaient immigré en France pour fuir le nazisme étaient un peu responsables de la situation dans laquelle ils se retrouvent. Mais c'est le même. Attendez, Éric Zemmour a été régulièrement critiqué, démenti évidemment, y compris sur ces plateaux ici régulièrement. Donc là, on est dans une situation dans notre pays. Oui. Maxime Switek, vous avez vu les dernières enquêtes. Vous avez les 3/4 des Français de confession juive qui considèrent avoir été moqués, avoir été insultés, avoir été brutalisés. Vous avez, dans la dernière enquête, 40% des électrices et des électeurs de l'extrême droite qui considèrent que les Juifs
ont trop de pouvoir économique et dans les médias. Et vous avez un candidat. Et ça aussi, qui on en a s'appelle parlé. Éric Zemmour. Vous avez un candidat qui s'appelle Éric Zemmour qui réhabilite l'antisémitisme dans notre pays. Alors moi, vous reconnaissez que vous vous êtes planté de cible en utilisant cette expression dans le sens... Enfin, vous vous rendez compte quand même que le sujet, c'est mon expression. J'aurais pu dire l'idiot utile. Vous l'avez dit, ça aurait suffi. Non, parce que l'idiot utile, ça suffit pas. Éric Zemmour n'est pas un idiot. Éric Zemmour sait parfaitement ce qu'il fait quand il veut réconcilier la France antisémite avec l'élection présidentielle. Éric Zemmour sait parfaitement ce qu'il fait quand il parle de Vichy. Éric Zemmour sait parfaitement ce qu'il fait quand il dit que les Slandlers qui ont été tués par Mera ne sont plus français parce qu'ils ont été enterrés en Israël. Eh bien, je dis que nous avons dans cette campagne présidentielle un candidat antisémite qui est aussi raciste. Eh bien, moi, je ne veux pas que la campagne électorale se fasse sur racisme, antisémitisme et révisionnisme. Est-ce que c'est une stratégie? C'est liberté, égalité, Yannick Jadot, est-ce que c'est une stratégie de votre part? Mais encore non, une fois, je reviens sur Radio J. Attendez. Je reviens à ces sondages compliqués. Dans une campagne où on ne vous entend pas forcément beaucoup, où vos propositions ne prennent pas. Est-ce que c'est une stratégie de dire je tape fort sur Éric Zemmour pour qu'on m'entende? Non. Ce qui est certain, c'est que dans cette campagne, pour le moment, on ne parle pas des sujets essentiels. Ça, c'est vrai. On ne parle pas du climat. On parle à peine du pouvoir d'achat. On ne parle pas de l'emploi. On ne parle pas de la sécurité. On ne parle pas des principales préoccupations des Françaises et des Français. Mais on va évidemment en parler ce soir longuement. Est-ce que vous ne considérez pas qu'il y a aujourd'hui une forme, dans le milieu politico-médiatique, une forme d'excitation morbide autour d'Éric Zemmour? Non. Il n'y a pas une fascination que Éric Zemmour fait de l'audience. Non. Il fait vendre du papier. Et qu'à un moment donné, quand on l'attaque sur le fait que ce personnage est en train, chaque jour, stigmatise, humilie des millions de Françaises et de Français, qu'ils soient musulmans ou juifs, eh bien ça pose de problème à personne. Eh bien oui, j'ai mis les pieds dans le plat. Il y a un candidat d'extrême droite qui est raciste, qui est antisémite, qui est révisionniste. Yannick Jadot, il va falloir à un moment donné que chacun se le dise. Deux choses ce soir, pour refermer ça. Pas de regret, pas d'excuses. Mais d'excuses à qui? Éventuellement Éric Zemmour. Mais ça va pas, non? Mais enfin, mais les excuses, la prochaine fois que vous avez Éric Zemmour, c'est à lui qu'il faut demander des excuses. On l'a déjà eu sur ce plateau, à votre place, et on a notamment évoqué ces questions-là. On a évoqué évidemment ces questions-là, vous le savez. Par rapport aux Français de confession musulmane, par rapport aux Français de confession juive, par rapport, je l'ai dit, aux Sandlers, par rapport aux enfants des déportés. Et c'est lui qui doit présenter des excuses. Mais surtout, moi, ce que je veux dans cette campagne électorale, c'est évidemment qu'on parle des sujets essentiels, parce que c'est vrai qu'on a eu des mois et des mois autour de Zemmour. Il y a les Françaises et les Français, évidemment, percutés, fatigués avec le Covid. On a le jeu de cache-cache de Macron avec cette campagne présidentielle. On a eu la vieille gauche qui ne savait plus très bien comment s'organiser. Et il est à plus de 15% aujourd'hui dans les sondages. Il est à plus de 15% aujourd'hui dans les sondages. Pour s'en inquiéter. Raison de plus pour s'en inquiéter. Mais c'est peut-être aussi que ces discours résonnent, que certaines de ces propositions résonnent dans le cerveau de certains des électeurs français. Eh bien, je n'en doute pas que ça résonne. Raison de plus pour s'en inquiéter. Raison de plus pour que nous ayons tous et toutes, ici, comme partout dans le monde politique, comme dans le monde médiatique, qu'on s'interroge sur notre responsabilité par rapport à ce personnage. Parce que franchement, faire régresser la France vers les heures les plus sombres de son histoire, réécrire le passé de manière aussi fautive, coupable, pour ne pas s'interroger sur ce que sont les grands défis de notre pays, le climat, la biodiversité, la solidarité, l'emploi, le pouvoir d'achat, la justice sociale. Tout ce dont on va parler ce soir, Yannick Jadot. Eh bien, tant mieux. Et pour essayer de comprendre aussi, et je le disais tout à l'heure, pourquoi est-ce que vous ne profitez pas d'une certaine manière de la prise de conscience qui est en train de se faire autour des enjeux écologiques et que vous restez scotché, encore une fois, dans les sondages. Des enquêtes, on va essayer de comprendre ça. Heureusement que les Français ne votent pas comme les sondages, sinon nous n'aurions pas réussi nos européennes et nous n'aurions pas de maire écologiste. Mais je ne suis pas là pour commenter les sondages. Les Françaises et les Français sont en train de s'emparer de cette campagne présidentielle. C'est tant mieux.
eh bien, j'ai toujours considéré que cette campagne présidentielle allait être difficile. Je le sais, l'écologie n'a jamais gouverné. J'ai jamais considéré que ça allait être facile. Je l'ai toujours dit dès le début. J'ai jamais dit que ça allait être un boulevard. J'ai dit que ça allait être un chemin de muletiers. Et oui, je sais que l'écologie politique doit lever des doutes sur un certain nombre de sujets dont nous allons parler. On va en parler. Mais j'ai une autre question. Je finirai là-dessus. J'ai une conviction, c'est qu'il faut réparer notre société. J'ai une conviction, c'est que la France n'est pas condamnée comme récit national au suicide. Elle est porteuse, elle a soif d'avenir. Il y a de l'énergie partout. Et ben moi, je veux mobiliser ces énergies, encore une fois, pour faire face aux vrais grands défis de notre société, le climat, l'effondrement de la biodiversité et la solidarité. J'ai une autre question à vous poser ce soir, une question d'actualité. Réponse courte, s'il vous plaît. Elle concerne le pass vaccinal, elle concerne beaucoup de celles et ceux qui nous regardent ce soir. Autour de 4 millions de Français sont en train de perdre, si je puis dire, parce qu'il y aura peut-être une petite tolérance, mais sont en train de perdre depuis aujourd'hui l'usage de leur pass vaccinal parce qu'ils n'ont pas fait leur dose de rappel ou parce qu'ils n'ont pas été contaminés récemment. Qu'est-ce que vous dites au gouvernement? Qu'il faut arrêter avec ce pass vaccinal? On arrête maintenant? Non, mais bien sûr, on ne va pas faire sauter des passes, alors que le gouvernement annonce lui-même que quand le temps fort de la campagne électorale d'Emmanuel Macron sera revenu, ils feront sauter le pass vaccinal pour l'aider un peu plus. Soyons sérieux, les personnes dont on parle sont des personnes qui ne sont pas anti-vax, puisque ce sont des personnes qui ont déjà été vaccinées. Je pense qu'il faut arrêter là de fustiger les personnes. Il faut arrêter plus rapidement, peut-être que prévu, le pass vaccinal, mais ça, on laisse les autorités sanitaires... C'est prévu fin mars, début avril. On laisse les autorités sanitaires le dire, mais arrêtons de diviser les Françaises et les Français autour de ça. Les contaminations baissent, tant mieux. Il y a toujours des non-vaccinés à aller chercher. Continuons à soutenir les associations qui vont vers les non-vaccinés, notamment toutes ces personnes qui sont éloignées des politiques de santé. Je pense à certains quartiers populaires comme à certaines zones rurales. Yannick Jadot, vous êtes candidat à la présidentielle face à BFM ce soir et face, pour commencer, aux questions économiques, pouvoir d'achat, impôt, temps de travail. Votre programme est-il tout simplement crédible? Emmanuel Le Chypre vient de s'installer. Bonsoir Yannick Jadot. Bonsoir. Il y a un jingle, Emmanuel, c'est à vous. Je débute dans le métier, je suis désolé. Je voulais vous interroger sur l'urgence qui est la facture énergétique des Français. Quand on la prend au sens large, carburant, chauffage, électricité, elle n'a jamais été aussi lourde depuis le deuxième choc pétrolier au début des années 80. Qu'est-ce que vous proposez pour limiter l'envolée de cette facture énergétique? Alors, ce que les Françaises et les Français doivent bien comprendre, c'est que la facture et l'explosion des factures auxquels ils font face, c'est d'abord lié à un manque d'anticipation, de préparation. Ça fait longtemps que nous annonçons que les factures potentiellement vont exploser et que, de fait, on se retrouve dans une situation d'urgence dans laquelle on n'aurait pas dû se trouver. Mais ça, on va y venir sur le structurel. Non, ça peut être le futur aussi. Vous allez voir. Là, de manière très conjoncturelle, j'ai proposé qu'il y ait un chèque énergie de 400 € qui soit versé aux 6 millions de familles qui bénéficient déjà du chèque énergie. Qu'au regard des factures énergétiques qui explosent pour beaucoup de Françaises et de Français, que ce chèque énergie soit élargi aux 15 millions de familles au-dessus des 6 millions de familles les plus vulnérables à hauteur de 100 €. Vous le savez, dans mon projet, je veux mettre en place le forfait mobilité durable dans les entreprises. Aujourd'hui, il est obligatoire dans la fonction publique, il est optionnel dans les entreprises. Je veux le mettre en place à hauteur de 1 000 € par an par salarié, qui couvrirait, évidemment, comme d'habitude, les transports collectifs, ça existe déjà, mais qui couvrirait et le vélo, bien sûr, mais le covoiturage. Attendez, le covoiturage. Yannick Jadot, c'est là, et c'est là qu'on peut vous accuser d'être un écolo des villes, parce que la pratique aller dans les petits villages, etc. Il y a 40% des gens qui prennent leur voiture parce qu'ils ont moins d'1 kilomètre à faire pour aller bosser. C'est pas que c'est des feignants, c'est qu'il faut déposer les enfants, faire les courses, tout ça, c'est compliqué. Ce que je dis, c'est que la mesure que je propose pour que le covoiturage soit totalement pris en charge, quand vous faites 30 km par jour, domicile, travail, c'est 2 000 € par an. Eh bien, avec ce forfait mobilité durable, l'intégralité des frais d'essence seront remboursés. Voilà des aides
conjoncturelle à l'explosion des factures. Oui, mais Mais alors là, attendez, attendez, on va aller plus loin. On va aller plus loin. Parce que quand on regarde, pourquoi est-ce que les factures ont explosé? Les factures ont explosé parce que depuis des années, j'allais dire des quinquennats, les gouvernements ont sous-investi sur l'isolation des logements. Moi, je mettrais 10 milliards d'euros par an sur l'isolation des logements. C'est 600, 700 euros d'économiser. Mais la priorité, en plus, c'est l'essence, c'est le carburant, c'est la voiture. Oui. Et là-dessus, je voudrais pointer quelque chose qui me paraît contradictoire avec ce que dit par exemple Sandrine Rousseau. On va l'écouter avec toujours cette logique. Qu'est-ce qu'on prend comme mesure qui ne soit pas contradictoire avec les choix de long terme? Sur les 5 années, il faut augmenter le prix de l'essence. Mais bien sûr que je le maintiens. Je dis à celles et ceux qui nous écoutent qu'à la fin, ils auront moins de pression sur leurs revenus qu'au début. C'est-à-dire que si on met en place la solidarité que j'ai portée durant tous les mois précédents et que Yannick Jadot va porter dans cette campagne présidentielle, lui, il n'est pas favorable à augmenter le prix de l'essence. Non, mais il est favorable à la solidarité. Écoutez, regardez notre projet. Enfin, moi, je trouve ça très sympathique d'aller chercher une déclaration qui ne correspond pas à mon projet, qui ne correspond pas à ce qu'on dit en tant que pôle écologiste, parce qu'y compris, je suis le candidat d'un rassemblement écologiste. Donc, Sandrine Rousseau, ça n'est pas... Mais regardez dans mon projet, y compris, nous ne relançons pas la taxe carbone au regard des prix de l'énergie aujourd'hui. Troisième chose que je vais faire, parce que j'ai parlé du chèque énergie, on a parlé aussi de la prise en charge du carburant à travers notamment le covoiturage. C'est de suspendre la directive européenne aujourd'hui sur la libéralisation de l'énergie. Cette directive européenne, pourquoi elle est importante? Parce que c'est celle qui fait qu'aujourd'hui, comme on a beaucoup de réacteurs nucléaires fermés, on est obligé de s'approvisionner en électricité sur le marché européen et on paye ça au prix du gaz qui est soumis à la géopolitique et à Poutine. Et ben moi, je veux sortir la France de cette situation pour faire baisser le prix de l'électricité, le prix d'approvisionnement des Françaises et des Français en électricité. Alors, toujours sur l'arbitrage, fin du monde, fin du mois. Vous nous culpabilisez quand même beaucoup. Vous nous dites qu'il va falloir changer nos comportements dans la manière de se déplacer, de se loger, de consommer. Et en fait, je me suis demandé, mais pourquoi ce discours n'imprime pas? Et en fait, quand je regarde les classements sur la place de la France en matière de vertu écologique et environnementale. Et alors, on se rend compte, c'est un classement qui a été publié par le ministère de l'écologie, qui a compilé tout ce qui existe. Et on est toujours des bons élèves. On est toujours dans les 5 premiers. D'accord. Et là, on se dit, non mais... compilé par le gouvernement. Comprenez. Non, mais attendez. Si compilé par le gouvernement, tout va bien. C'est l'Environmental Performance Index, c'est les trucs du MIT, c'est toutes les grandes études. On est tout ça pour dire qu'on a du mal à se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Monsieur Le Chypre. Est-ce qu'on va pas s'épuiser? Monsieur Le Chypre, que la France ne soit pas le dernier de la classe, c'est heureux. Heureusement. Heureusement que, y compris les mobilisations, les comportements des Françaises et des Français impactent sur la protection de l'environnement. Ce président de la République, avec ce gouvernement, a été condamné 2 fois par les tribunaux français pour inaction climatique. La France est le seul pays européen qui n'a pas respecté ses obligations en matière d'énergie renouvelable que nous payons avec les factures. Alors quand vous dites que je culpabilise les Françaises et les Français, ça, désolé, je ne l'accepte pas. Mais on émet moins de CO2 que la moyenne, par exemple. Non, attendez. C'est important. Non, mais attendez. Parce que faut donner le tableau, Yannick Jadot. Ce terme, je le connais. Nous culpabilisons les Français. Je suis désolé. Quand mon projet, c'est d'investir sur l'isolation des logements, il y a 12 millions de Français dans notre pays qui ne sont pas culpabilisés, mais qui sont punis parce qu'ils n'arrivent pas à chauffer l'hiver. 12 millions de Français. Eh bien oui, je vais investir dans le logement pour qu'ils consomment moins, que leur logement soit plus confortable et qu'il y ait moins de problèmes de santé pour toute la famille. Alors, c'est bon. Et ça fait des dizaines de milliers d'emplois d'artisans. Quand j'investis, non, je vais aller jusqu'au bout. Quand j'investis sur les transports collectifs, pour réouvrir les lignes du quotidien, pour réouvrir les petites gares, pour mettre en place des cars, eh ben, je peux vous assurer que c'est du confort et du pouvoir d'achat pour les Françaises et les Français. Quand je me bats
pour avoir une alimentation de qualité. C'est lutter contre le diabète, c'est lutter contre le surpoids, c'est lutter contre l'obésité, c'est lutter contre toutes les maladies chroniques. Alors la culpabilisation, c'est pas moi. La culpabilisation, c'est celles et ceux qui ne veulent pas agir et qui considèrent que lieu diesel, faut pas en bouger. Attendez, Yannick Jadot, et vous étiez sur le logement. Ouais. C'est très intéressant parce que ça fait partie des sujets sur lesquels moi j'identifie des contradictions dans votre programme. Par exemple, vous dites améliorer le logement des gens qui sont déjà logés. Très bien. Mais il ne faut pas oublier tous les gens qui ne sont pas ou très mal logés. Ouais, voilà. Alors là-dessus, vous nous dites on va construire 700 000 logements sociaux. Oui. Le problème, c'est que moi j'ai du mal à vous croire parce que vos maires ne veulent pas construire. Mais c'est pas vrai. Attendez, vos maires, ils ont des déclarations sur, mais si, sur l'artificialisation des sols, etc. Et alors, j'ai repris le bilan en matière de construction de Monsieur Piolle à Grenoble, qui lui a un bilan puisqu'il est là depuis longtemps. Il a construit, il a autorisé en logement collectif moitié moins que les 7 ou 8 années précédentes. Donc, est-ce qu'on peut vous croire quand vous dire que vous allez construire? Bien sûr. Le déficit de construction, c'est ce gouvernement. C'est ce gouvernement. Moi, je trouve ça toujours quand même incroyable. Mais les maires, ils ont attendez. Les maires, ils sont là depuis 2020. Mais non, Piolle, il est là depuis 2014. Éric Piolle, qui a célébré le fait que Grenoble, capitale verte de l'Europe. Le président de la République, qui évidemment ne veut pas parler d'écologie, n'est même pas venu célébrer la ville que l'Europe célébrait comme capitale verte. Attendez, j'y arrive. Ce gouvernement a sacrifié le logement, vous le savez, et particulièrement le logement social. Comme il y a une rupture, y compris par rapport au quinquennat précédent. Aujourd'hui, on est dans quelle situation? On est dans une situation où les Françaises et les Français sont en train de s'organiser différemment par rapport à leur travail, notamment. Et vous avez la plupart des villes où il y a des zones tendues. Et dans ces villes, les entreprises sont en train de repenser l'aménagement de leurs bureaux. Et donc, par exemple, à Lyon, nous sommes en train de construire du logement social là où devaient se construire des bureaux. Eh bien, c'est exactement ce que sont en train de faire les écologistes. Les écologistes portent un programme ambitieux dans nos villes et au niveau national sur le logement social. Et nous sommes en train de tenir nos promesses, quel que soit aujourd'hui ce que vous regardez. Mais nous devons aussi, ça c'est vrai, arrêter d'artificialiser les sols, parce qu'on a un problème de terres agricoles, on a un problème de biodiversité, on a un problème d'inondation quand les sols sont imperméables. Et donc, nous sommes en train de travailler avec les acteurs du bâtiment. À Bordeaux, que vous citiez ou que vous ne citiez pas, le maire a inventé le label logement frugal. C'est un label où, justement, les personnes qui y habitent consomment quasiment pas d'énergie, c'est bon pour le pouvoir d'achat. Et tous les matériaux sont produits dans la région ou en France. Eh bien, notre vision du logement, c'est de construire socialement et c'est de construire en achetant des matériaux intelligents français. Alors, pouvoir d'achat, Yannick Jadot, là encore, j'aimerais bien que vous éclaircissiez ce qui me paraît contradictoire. D'un côté, vous dites, on augmente le SMIC, on passe 1 400, 1 500 € en fin de mandat, si c'est possible. Donc on se dit, chouette, on va gagner plus. Sauf qu'en même temps, vous nous dites, j'ai envie aussi de réduire le temps de travail. Alors vous dites la semaine de 4 semaines, vous dites 32 heures là où c'est possible, quand c'est possible. Donc, grosso modo, dans cet arbitrage... La semaine de 4 semaines, c'est travailler plus pour travailler plus. La semaine de 4 jours. J'ai essayé de vous corriger, Manuel, mais vous ne m'avez pas entendu. C'est travailler beaucoup plus. Je reconnais votre inspiration libérale. On va travailler 4 semaines en une semaine. C'est vrai que sur la productivité, on n'est pas tout à fait raccord. Ça, c'est votre côté BFM Business, en fait, Emmanuel. Sur la productivité, je pense qu'on n'est pas tout à fait raccord. Non, quand j'ai entendu... Je ne voudrais pas vous ramener à Sandrine Rousseau, qui nous a parlé d'un choc de productivité négatif. Non, mais attendez, Emmanuel Le Chypre. C'est pas ma question. Non, mais attendez, Emmanuel Le Chypre. En termes de productivité, on est parmi les meilleurs en Europe et dans le monde. On est bien meilleurs que les Allemands. Mais non, vous savez tout ça quand même. Parce qu'il n'y a que les meilleurs qui travaillent. Mais ça, c'est pas ma question. En France, mais c'est important. Il n'y a pas assez de gens qui... ça fait partie de la réponse. Non, parce que ma question, ça fait partie de la réponse. Alors, je vous pose la question autrement. Vous augmentez le SMIC, d'accord, mais vous voulez qu'on travaille moins. Alors, vous avez dit, oui, c'est le sens historique de l'histoire de travailler moins. Sauf qu'aujourd'hui, on vit une période dans laquelle on est en pénurie. C'est le principal frein à la croissance en France aujourd'hui. Donc, est-ce que vous n'êtes pas à rebours de l'histoire en voulant qu'on travaille moins, alors qu'au contraire, il faudrait travailler plus? Mais même une entreprise que vous devriez célébrer, Total, totalement irresponsable du point de vue du climat,
son directeur, M. Pouyanné, vient d'annoncer qu'ils allaient probablement passer à 32 heures. Pourquoi ils font ça et pourquoi d'autres entreprises le font? C'est parce qu'en fait, ça améliore tellement les conditions de travail, ça intègre les équilibres vie privée, vie professionnelle, qu'il n'y a pas de baisse de productivité, Monsieur Le Chypre. Il n'y a pas de baisse de productivité. Mais mon projet, ce n'est pas d'imposer les 32 heures comme ont été imposées les 35 heures. De manière très verticale et 32 heures, vous les payez comme avant ? Uniforme pour tout le monde. Je les paye comme... Vous allez voir, essayez de comprendre la logique dans laquelle je suis. Ça peut être, effectivement, il y a déjà des entreprises qui le font, beaucoup d'entreprises qui le font. En France et dans le reste de l'Europe et dans le reste du monde, c'est 32 heures. Mais moi, je dis, je veux qu'on organise une convention citoyenne pour réfléchir à tous ces sujets-là. Parce que ça peut être 6 mois tous les 5 ans. Ça peut être 1 an tous les 10 ans. Et qu'en fait, on ait une banque de temps qui nous permette d'avoir des projets personnels, des engagements qui, effectivement, améliorent... Où on trouve la main-d'œuvre dont on a besoin. 82% des entreprises vous disent « j'ai du mal à recruter aujourd'hui ». D'accord. Mais pourquoi ils ne recrutent pas? Est-ce qu'on manque de chômeurs? Vous trouvez qu'on manque de chômeurs? Moi, je pense qu'on a encore beaucoup trop de chômeurs. Quand je discute avec les fédérations, j'étais il n'y a pas très longtemps avec des restaurateurs. Vous savez pourquoi ils ne trouvent pas de personnel? C'est parce qu'aujourd'hui, c'est sous-payé. C'est trop peu payé par rapport à la dureté du travail. Donc, effectivement, si on veut... Vous savez que, par exemple, dans les crèches, aujourd'hui, on a 60 000 postes vacants. Regardez à l'hôpital avec les infirmières et les infirmiers, regardez partout ailleurs. Et oui, à un moment donné, il va falloir augmenter les salaires dans ce pays parce que sinon, les métiers ne sont plus attractifs et que les gens ne veulent pas faire des métiers sous-payés, qui sont parfois des métiers où on travaille dans des conditions très difficiles avec des statuts précaires. Alors oui, une façon de sortir du chômage et de recruter dans les entreprises, dans les secteurs, c'est d'améliorer les conditions de travail. C'est bon pour tout le monde. Yannick Jadot, dernière contradiction. Ah, mais ce n'est pas des contradictions pour l'instant. Vous ne m'avez pas coincé une fois. Alors, si, non mais parce que je peux pas, j'ai pas le droit de vous relancer parce qu'on me dit que j'ai pas beaucoup de temps. Vous avez tous les droits, Emmanuel. Alors, dernière contradiction quand même. Vous avez été un des premiers à parler de réindustrialisation de la France. Comment vous réindustrialisez en matraquant comme vous le faites les entreprises? C'est-à-dire que dans votre programme, il n'y a que des hausses d'impôts pour les entreprises. Pardon, lesquelles? Vous remontez l'impôt sur les sociétés, vous remontez les impôts de production que le gouvernement a diminués, alors que le CAE, France Stratégie, vous dit c'est une des clés pour réindustrialiser la France. Vous revenez sur la niche du trade qui est fondamentale pour les PME. Donc vous fragilisez l'entreprise familiale. Vous revenez sur la hausse de la fiscalité. Enfin, vous voulez augmenter la fiscalité sur le capital. Franchement. Comment vous voulez faire revenir les entreprises dans ce pays? Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes trop expert de ces sujets-là, pardonnez-moi, pour faire des raccourcis comme ça? C'est dans votre programme, tout ça. Attendez, je vais répondre. Le président de la République, quand il a supprimé l'ISF, quand il a fait la flat tax sur le capital, quand il a baissé la fiscalité sur le capital, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « je les baisse parce que ça va créer de l'investissement. Si ça ne crée pas d'investissement, je reviendrai dessus ». Toutes les institutions, y compris gouvernementales que vous citez, ont démontré qu'il n'y avait pas eu 1 euro d'investissement, tout était parti en dividendes. Ça n'aide pas les entreprises, ça n'aide pas l'investissement. La réduction des impôts de production. Moi, je trouve ça intéressant de parler des impôts de production, y compris souvent on les compare à l'Allemagne. Les impôts de production ont profité aux plus grands groupes, les plus capitalistiques, parce que vous savez que ça ne profite pas aux petites entreprises, et ça a profité à des entreprises qui polluent le plus. Emmanuel, rappelez-nous juste les impôts de production. Les impôts de production, c'est les taxes que payent les entreprises avant même d'avoir produit le moindre bien ou rendu le moindre service. C'est 60 milliards de plus que l'Allemagne, par exemple. Et France Stratégie vous dit, vous les baissez de 3 milliards dans l'automobile, vous créez des dizaines de milliers d'emplois. C'est faux. Vous avez encore un papier, vous connaissez ça, du directeur du CEPI, qui vient de démontrer en fait que toutes ces baisses d'impôts sur les entreprises, il n'y a aucune preuve que ça crée de la compétitivité. Moi, ce que je fais des impôts de production qui servaient les collectivités locales, parce que c'est des impôts, parce que vous bénéficiez des routes, vous bénéficiez des services publics, vous bénéficiez de la formation des personnes sur l'échelle de votre territoire. Moi, plutôt que de baisser des impôts qui ne servent qu'aux plus grands groupes
y compris ceux qui ne sont pas vertueux du point de vue du climat. Moi, je veux que cet argent-là, il aille pour des fonds d'investissement des collectivités locales, que les collectivités locales, comme en Allemagne, puissent investir sur les entreprises qui ne délocalisent pas et qui ancrent l'emploi et l'activité sur le territoire. Pour les entreprises qui prennent en compte le climat, qui prennent en compte la justice sociale, mon plan de réindustrialisation. Juste une question, non, mais attendez. Précision à vous demander. Non, mais d'accord. Juste, vous avez précisé, vous avez proposé un bonus-malus écologique sur chaque impôt. Je voulais juste savoir, pour nous particuliers, ça veut dire quoi? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il faut qu'on fasse c'est pas pour les particuliers. Bon, d'accord. C'est pas pour les particuliers, sauf sur l'ISF. Je ne sais pas si vous payez l'ISF, mais sauf sur l'ISF. Ce que je veux dire, c'est que partout je me bats sur les territoires. Tout le discours que vous tenez, pardonnez-moi, c'est le discours qu'ont tenu tous les gouvernements depuis 20 ans. Et toutes les entreprises délocalisent. Et la France se désindustrialise. Donc à un moment donné, on va peut-être tirer les leçons d'outils qui servent les actionnaires. Moi, l'entreprise que j'aime, c'est celle des entrepreneurs et des salariés. C'est pas celle des actionnaires et des financiers. Et vous êtes obsédé par le CAC 40, c'est 50 ou 100 entreprises en France. Mais c'est celle qui... Mais c'est pas la réalité des PME qui sont sur le territoire et qui sont elles qui créent les emplois. Ces PME, elles ont besoin de l'écologie parce que nous, on investit dans le bâtiment. Parce qu'on investit dans cette économie circulaire qui évite le gaspillage, qui crée de l'innovation et de l'emploi sur tous nos territoires, par la réparation, par les transports collectifs, par les services publics, par cette économie intelligente qui est responsable du point de vue environnemental. Et enfin, vous savez, la compétitivité de la France, je l'ai dit, elle ne se fera pas sur la baisse encore et encore du coût du travail. Ça ne marche pas. Si ça marchait, on pourrait avoir une discussion en disant, finalement, sacrifions les travailleurs. Mais ça ne marche pas. Cette compétitivité, vous le savez. Non, mais vous ne pouvez pas dire ça. Cette compétitivité... L'OFCE, qui est quand même pas un brûlot de libéraux, vous dit que la moitié de la performance de l'Allemagne à l'export, c'est la maîtrise des salaires. Donc vous ne pouvez pas dire que ils sont payés plus cher que nous. Ils sont payés plus cher que nous. Ils ont des conventions et ils ont un élément dans l'industrie que je veux aussi mettre en place dans les entreprises françaises. La participation des salariés à 50% au conseil d'administration. Parce qu'un des enjeux, justement, si on veut éviter les logiques de court terme, les logiques financières, les délocalisations, c'est de mettre les salariés au cœur des stratégies des entreprises, justement parce que tout le monde retrouvera de l'intéressement, de l'intérêt, du sens à son travail dans des entreprises qui assumeront leurs responsabilités environnementales et sociales. C'est ça la compétitivité de demain. Merci beaucoup Emmanuel Lechip, que l'on retrouve sur BFM TV et BFM Business, évidemment. Merci Emmanuel. Un rappel, si vous voulez réagir à cette émission, vous avez notamment ce QR code qui va apparaître sur votre écran. Il suffit de le scanner avec votre téléphone portable, c'est très simple et ça vous permet d'envoyer directement un message à l'émission pour réagir, un message à Yannick Jadot. Yannick Jadot, deuxième grande partie de cette émission. On va parler de sécurité, on va parler d'immigration, des menaces de guerre, notamment de ces derniers jours. Oui. Avec là, une interrogation face à ces défis très lourds. N'êtes-vous pas trop tendre? Natacha Polony s'avance face à vous. Natacha. Bonsoir Yannick Jadot. Bonsoir. Alors j'ai lu tout votre programme, il se veut en fait extrêmement positif. Oui. Et il y a d'ailleurs des choses très courageuses sur les questions d'alimentation, des choses comme ça bien sûr. Mais ce besoin de se montrer positif donne l'impression que on passe un peu sur les problèmes comme l'eau sur les plumes du canard. C'est-à-dire qu'on se demande à un moment si on est vraiment à la hauteur des enjeux et en particulier des dangers du monde. Oui. Alors on va commencer par les questions migratoires. Parce que ces derniers mois, on a vu des dictateurs, que ce soit Erdogan, Loukachenko, qui ont envoyé volontairement des migrants en Europe pour faire pression, comme une arme pour déstabiliser l'Europe. Face à cela, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut réellement se contenter de dire on accueille tout le monde, il n'y a aucune différence entre demandeurs d'asile, migrants économiques? Qu'est-ce qui permet de ne pas se retrouver dans les mains de ces dictateurs, obligés finalement de subir ce qu'ils ont décidé d'utiliser pour nous fracturer? D'accord. La question, en fait, je pense qu'il faut se poser, c'est pourquoi on se fracture et pourquoi on est tétanisé quand il y a 3 à 4 000 réfugiés, exilés, notamment syriens, à la frontière de la Pologne et de la Biélorussie. Qu'est-ce qui fait... Non, attendez, c'est intéressant. Oui, en Turquie, c'est pas 3 000 ou 4 000. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent aussi fragilisé? Et qu'est-ce qui fait qu'au fond, on a intégré
le spectre du grand remplacement, de l'invasion, qu'on s'est tellement urbanisé qu'il y a 6 ans, vous vous rappelez, Madame Polony, tout le monde riait jaune de la campagne électorale de Trump quand il voulait faire un mur entre les États-Unis et le Mexique. Aujourd'hui, les dirigeants européens, pour 3 à 4 000 survivants à la frontière de Biélorussie, sont tous en train d'envoyer à la Pologne du barbelé, des miradors et je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Oui, eh bien, mais encore une fois, en Turquie, en Libye, ce ne sont pas juste 3 000 ou 4 000. Donc est-ce que les Européens, notamment les Français qui se posent des questions face à ça, ont tort et sont juste xénophobes? Non, je dis que nous devons avoir un autre discours quand il y a quelques milliers de personnes qui frappent à notre porte, qu'ils soient instrumentalisés ou qu'ils viennent parce qu'ils se sont des survivants. Eh bien oui, j'assume notre responsabilité sur un continent de 500 millions de personnes, c'est d'accueillir ces quelques milliers de personnes qui sont en souffrance. Vous savez, on a la même chose à Calais. Ça cristallise une bonne partie du débat français, du débat européen. Dans les 27 migrants qui sont morts le 24 novembre dans la Manche, noyés, parce que personne ne les a secourus, alors qu'ils avaient appelé à l'aide. Il y avait une jeune femme, Mariam, une jeune kurde, irakienne, 24 ans, qui voulait rejoindre son fiancé en Grande-Bretagne. Kurde irakienne, oui, tout à fait. qui ont combattu l'État islamique et que nous avons abandonnés. Ils ont combattu avec courage l'État islamique, nous les avons abandonnés, vous le savez. Franchement, elle rejoignait son fiancé en Angleterre. Oui. Quelle menace représentait-elle pour l'Europe? Quelle menace représentait-elle pour notre identité? Qu'à Calais, tous les matins, les policiers sont envoyés pour déchirer les tentes, pour empêcher les associations d'amener un café chaud. Yannick Jadot, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration explique que la situation à Calais est plus complexe que ça et que surtout, un hébergement sur 2 proposé aux migrants qui viennent là est refusé parce qu'ils veulent absolument passer en Grande-Bretagne. Eh bien oui, donc ils veulent passer en Grande-Bretagne. Pourquoi on assume cette frontière? Pourquoi on assume cette frontière? Donc ça veut dire qu'on laisse passer... Depuis quand nous sommes la frontière britannique? Depuis quand sommes-nous la frontière britannique? Si nous laissons passer de ce côté-là, ça veut dire d'abord que nous laissons les passeurs jouer leur rôle, donc finalement nous les enrichissons. Madame Polony, et nous laissons passer de l'autre côté. Les passeurs, à chaque fois que vous mettez un mirador, que vous mettez des barbelés, les passeurs prennent de plus en plus cher. Et les réfugiés sombrent de plus en plus dans les mers qui entourent l'Union européenne. Encore une fois, on parlait tout à l'heure, on est un continent de 500 millions d'habitantes et d'habitants. Vous avez des personnes qui arrivent et qui, généralement, on l'a dit, ont vécu pendant des mois de violences extrêmes. Quand ils arrivent en Europe, et c'est la réalité à chaque fois, et qu'on leur donne la possibilité de s'installer, de s'intégrer, ce sont des femmes et des hommes qui créent des entreprises, qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse, parce que ce sont des combattantes et des combattants. Yannick Jadot. Absolument. Pendant des années, la première nationalité qui demandait l'asile en France, c'était les Albanais. C'est pas forcément des combattants, des gens qui sont de véritables réfugiés. D'ailleurs, le problème, vous ne répondez pas à la question de fond. Je réponds à la seule question. Est-ce qu'on laisse tout ouvert? Donc, est-ce qu'on abandonne le règlement de Dublin? Oui. Et on le remplace par quoi dans ces cas-là? Sachant que là, actuellement, en France, à peu près 60% des gens qui font une demande de droit d'asile sont déboutés. Ceux qui sont déboutés, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi? Y compris, vous savez, que ce soit la Commission européenne ou le Parlement européen, dans son ensemble, dans sa majorité, avec tous les groupes participants, tous les groupes politiques participants, nous souhaitons effectivement supprimer Dublin, en tout cas le transformer. On rappelle le principe simplement. Dublin, c'est simplement que la personne qui arrive sur le sol européen doit faire sa demande d'asile dans le premier pays sur lequel elle pose le pied. Voilà. Et quasiment on ne peut plus bouger. Oui, donc ça crée... pas le cas. Non mais attendez, ça crée aujourd'hui des systèmes où l'Italie, la Grèce notamment, historiquement, ont dû accepter des dizaines et des dizaines de milliers de réfugiés que tous les autres refusaient. Donc pourquoi le Parlement européen et la Commission européenne veulent changer Dublin? Pour qu'à la fois
si vous voulez, on partage la responsabilité et l'accueil en intelligence. Mais ce que vous posez la question que vous posez va plus loin. Parce qu'il y a la question des réfugiés, vous avez raison. Mais dans la question migratoire, il n'y a pas que les réfugiés. On est d'accord. Donc, on a aujourd'hui 30 à 40 000 personnes qui viennent en France pour travailler. Ce qu'on appelle les migrants économiques. Est-ce que ça pose un problème dans les entreprises? Est-ce que ça pose un problème dans notre pays? La réalité, non. La réalité, parlez avec toutes les fédérations d'entreprises, parlez avec tous les syndicats de salariés. Ça ne pose en réalité aucun problème parce que nous avons des secteurs économiques qui en ont besoin. En Allemagne, il y a une immigration qui est en partie une immigration choisie. Pourquoi il y a une obligation d'installation? Et faut-il faire la même chose? Est-ce que nous aurions intérêt, sachant que nous avons une immigration qui n'est pas aussi qualifiée qu'en Allemagne? Et j'aurais une question pour compléter après. Allez-y. J'aimerais bien qu'on parle de l'Ukraine à un moment donné, parce que c'est quand même la menace qui est là la plus présente. La question de la démographie n'est pas la même en Allemagne. Vous le savez. Je veux dire, l'Allemagne aujourd'hui a besoin de beaucoup de migrants pour faire tourner sa machine économique. Bon. Question, la place et de la formation. Vous vous rendez compte que dans notre pays, nous sommes en train de fermer, ou en tout cas de contraindre, tous les étudiants étrangers qui veulent venir dans notre université. Vous savez, pendant des décennies, voire des siècles, puisque ça remonte au Moyen-Âge, l'université en France a été l'outil le plus puissant de rayonnement intellectuel et culturel. Je sais que vous êtes sensible à ça. On a aujourd'hui des étudiants qu'on essaye absolument de refuser. On monte leurs droits de scolarité, leurs frais de scolarité. Vous vous rendez compte à quel point nous avons intégré collectivement, ce n'est pas le cas des écologistes, parce que nous, on sera toujours du côté des valeurs de la République. Liberté, égalité, fraternité. Mais ceux qui nous gouvernent ont intégré cet état d'esprit dramatique qui consiste à même dire la France ne peut plus rayonner par son université. C'est une faute politique majeure. Il y a cette dimension de rayonnement. Vous le savez. Mais il n'y a pas que cela. Ce qui m'a frappé dans votre programme, en fait, pour tout vous dire, c'est que la question migratoire est intégrée à l'intérieur du chapitre sur les discriminations. Comme si le seul problème qui se posait, quand on va sur votre site internet, qu'on lit exactement le projet, c'est à l'intérieur. Comme si le seul problème, c'était les discriminations. Comme s'il y avait les angoisses que peuvent avoir les Français ne posaient pas de problème, comme s'il n'y avait pas de problème sur l'intégration. Et c'est quand même assez étonnant de voir ça, parce que la question de l'intégration, elle est au cœur du discours que vous devriez avoir. On est en train de déplacer le sujet. Il peut y avoir une immigration qui se passe bien que s'il y a une intégration derrière. Ben voilà, vous êtes en train de dire, en fait, on n'a pas de problème migratoire. On a un problème d'intégration. Ah, ça, on est déjà dans un autre débat. D'accord. Ben, de la même façon, sur la question migratoire, en fait, le sujet pour nous, il est dans plein de chapitres. Parce que quand on est en train de rendre la Terre inhabitable, parce qu'on n'agit pas sur le climat, parce qu'on va en prédation prendre les ressources extractives du reste du monde et que les terres ne sont plus habitables, ce sont des dizaines, des centaines de millions de personnes qui se déplacent. Là. Autre chose très frappante quand on lit votre programme, le mot islamisme, par exemple, n'apparaît pas. Il y a une fois le mot radicalisation. Et sinon, vous connaissez. Non, mais attendez, vous connaissez mes points de vue. Expliquez-moi. Nous sommes dans un pays où il y a un professeur qui a été décapité parce qu'un père de famille l'a accusé d'islamophobie et que l'institution de l'éducation nationale a été incapable de gérer. J'étais à Conflans-Sainte-Honorine pour honorer Samuel Paty. Je sais. Comment on règle ça concrètement? C'est-à-dire pour intégrer, pour éviter le séparatisme. Attendez, moi je ne fais pas. Non, pardonnez-moi, je ne fais pas comme ça, comme vous. Migration, intégration, terrorisme. Non, je suis désolé. C'est quand même un résumé qui n'est pas à la hauteur du débat que nous devons avoir. La question de l'intégration, elle se pose quand vous avez des gens qui considèrent que leur vision de l'islam radical doit prévaloir sur les valeurs de la République. Madame Polony, je suis pour combattre de la manière la plus déterminée qui soit tous les ennemis de la République. Oui, mais dites-nous comment. Les ennemis de la République. Dites-nous comment. Eh bien, nous devons, ce qui a commencé à être engagé, continuer à renforcer le renseignement intérieur, qui avait été notamment bien sacrifié par Nicolas Sarkozy. Nous devons renforcer la surveillance sur les réseaux sociaux. Nous devons mener le combat idéologique sur les réseaux sociaux. Parce que quand vous regardez sur les réseaux sociaux, toutes les études le disent, vous avez quasiment 90% des messages
religieux qui relève d'un islamisme radical. Donc il faut soutenir toutes les personnalités, les associations et les citoyennes et les citoyens pour que justement les réseaux sociaux soient le champ d'un débat éclairé sur les religions et sur la République et non pas le lieu du prosélytisme, de l'islamisme radical. Et il nous faut aussi pas simplement être complaisant, surtout ne pas être complaisant avec le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, parce que, vous le savez, ils sont exportateurs d'une idéologie très réactionnaire, très conservatrice de la religion. Et qu'à un moment donné, quand on passe notre temps, vous voyez des ministres et des présidents de la République qui vont serrer la main d'un MBS, le prince héritier saoudien, qui a, vous le savez, du sang sur les mains sur un journaliste. Mais ce n'est pas exactement la question que vous a posée Natacha Polony. Mais si, parce qu'en fait, le combat contre l'islamisme radical, s'il y avait une seule réponse, je pense que ça ferait longtemps qu'on l'aurait mise en œuvre. Donc c'est le combat contre les groupes islamistes, c'est le combat contre le terrorisme, mais c'est aussi, pardonnez-moi, de la politique internationale. Si on veut avoir le temps de parler de l'Ukraine, passons aussi à la question d'abord de la sécurité, puisque là aussi, ça fait partie des sujets sur lesquels l'accusation d'angélisme tombe. D'ailleurs, écoutez ce que disaient les candidats qui étaient allés devant le syndicat Alliance, premier syndicat des gardiens de la paix, et qui donc étaient interrogés à la sortie. Il y aura beaucoup de candidats qui vont faire des déclarations d'amour à la police. Moi, j'ai donné des preuves d'amour à la police. Je suis venu dire aux policiers que les phrases chocs et les matamors, l'américanisation de la société, c'était la fin de la police nationale républicaine. On ne devrait pas avoir à protéger les forces de l'ordre, puisque ce sont les forces de l'ordre qui doivent nous protéger. Madame Hidalgo a été invitée, me semble-t-il, elle n'a pas voulu venir. Monsieur Jadot a été invité, il n'a pas voulu venir. Libre à eux, ils n'ont jamais considéré que la sécurité était un sujet qui méritait une attention de leur part. Alors vous êtes allé à la manifestation, la fameuse manifestation des policiers. Vous avez tenu des propos justement dans le sens d'une protection de la police. En même temps, quand on lit votre programme, on y trouve surtout la question de la fin des contrôles aux faciès, l'idée de sortir de la politique du chiffre, c'est-à-dire plutôt des choses qui donnent l'impression que le problème, ce serait la police. Alors où vous situez-vous exactement et quelle réponse vous apportez au problème d'insécurité et au rôle que doit tenir la police ? Alors, j'ai rencontré beaucoup de syndicats de policiers. Mais c'est vrai que je ne suis pas allé à l'invitation du syndicat Alliance, parce que je considère que le syndicat Alliance, notamment sa façon de stigmatiser, de montrer du doigt la justice et au fond de porter des discours qui sont loin des valeurs de la République et de la police républicaine que je défends. Donc, je n'y suis pas allé, mais j'ai rencontré beaucoup de syndicats. Syndicat qui est majoritaire chez les gardiens de la paix. Oui, c'est pour ça qu'il faut investir. Et c'est pour ça que, notamment, j'avais été à cette manifestation pour soutenir tous les syndicats de police républicains. Ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Eh oui, parce que la politique du chiffre, si vous voulez, c'est les policiers qui nous en parlent. Vous savez, quand à chaque fois vous rencontrez des policières et des policiers, qu'est-ce qu'ils vous disent ? J'ai perdu le sens de ma mission. Parce qu'en fait, on me donne des instructions qui sont totalement farfelues. On me dit de faire de la politique du chiffre plutôt que de faire de la prévention et plutôt que de faire de l'investigation. Première chose. Deuxième chose, vous savez qu'ils ont des conditions de travail très difficiles. Très difficiles. Il y a des problèmes d'effectifs, il y a des problèmes de répartition, il y a des problèmes de formation. Donc il faut agir sur la formation initiale. Et le principal déficit qui est aujourd'hui dans la police, c'est la formation continue, qu'ils demandent toutes et tous. Troisième chose, vous avez dans les secteurs les plus difficiles, dans les quartiers les plus difficiles, vous envoyez les policiers qui viennent d'être formés, qui sortent de l'école. C'est totalement inadmissible et c'est dangereux pour ces policiers et c'est dangereux et inefficace. Donc nous ferons en sorte que les salaires et les plans de carrière soient en mesure de faire qu'on ait plutôt des personnes expérimentées sur les lieux les plus durs plutôt que les personnes qui viennent d'être formées. Alors, si on veut avoir le temps de parler de l'Ukraine, je ne peux pas vous poser la question de savoir si vous assumeriez le fait que la légalisation du cannabis ferait exploser les banlieues. Dans ces cas-là, comment on fait ? Mais ça vaudrait le coup. Ouais, vous savez, vous discutez avec beaucoup de policiers. Si vous voulez, quand on leur dit « le ministre de l'Intérieur va passer à la télé la semaine prochaine, donc vous devez tous faire des contrôles des consommateurs de cannabis pour qu'ils donnent le chiffre à la télé », ils disent « ça nous empêche de travailler sur le crack,
Ça nous empêche de travailler sur la cocaïne et sur l'héroïne. Ça nous empêche de protéger les femmes qui sont menacées. Ça nous empêche de résoudre les crimes où les Françaises et les Français attendent des réponses. Donc oui, la police, oui, la justice. Nous allons renforcer les effectifs, redonner du sens à la mission pour qu'on ait une police. Et c'est leur principal souhait d'être sur la voie publique pour protéger les Françaises et les Français. Passons justement à la question de l'Ukraine, parce que pour le coup, là, la tension, elle est palpable. Vous avez dénoncé l'attitude de Vladimir Poutine, vous avez dénoncé ce que vous considérez comme une complaisance de la part d'Emmanuel Macron vis-à-vis de Vladimir Poutine. Oui. Donc, il n'y a pas qu'Emmanuel Macron vous êtes en France. Vous êtes pour la fermeture ou la non-mise en service du gazoduc Nord Stream 2 à la demande. C'est une demande des Américains. Donc, est-ce que vous, Président, on s'aligne sur la position des Américains contre la Russie? Natacha Polony, votre prise anti-américain ressort là. Non, c'est pas de l'anti-américanisme. Non, attendez. Non, je vous pose la question. Qu'est-ce qu'on fait? C'est un débat, heureusement que c'est un débat au sein de l'Union européenne sur le pipeline Nord Stream 2. Vous savez que dans la coalition allemande, ils sont divisés parce que les socialistes, du fait de Gerhard Schröder, qui est allié de Poutine et de Gazprom, a toujours défendu Nord Stream 2. Donc les sociodémocrates sont très embêtés, mais les écologistes sont très clairs. Et le Parlement européen a voté contre Nord Stream 2. Pourquoi? Je rappelle que c'est le gazoduc qui va permettre d'amener le gaz russe vers chez nous, vers l'Europe. Directement. Vers l'Allemagne, qui en a besoin. En contournant l'Ukraine. C'est ça le point névralgique du débat. C'est qu'en fait, en contournant l'Ukraine, non seulement on continue notre dépendance vis-à-vis des Russes, alors que si on investissait sur l'isolation des logements, on y revient, monsieur le Chypre, on n'aurait pas besoin du gaz russe. Ou si on avait le nucléaire, mais ça, ce sera le débat de tout à l'heure. Parce que l'énergie qu'on ne consomme pas, on n'a pas besoin de la produire. Et on contourne l'Ukraine, donc on affaiblit l'Ukraine. Ce que j'ai dit, c'est qu'effectivement en France, entre Le Pen, Zemmour, Fillon, tous complices de Poutine, sans un mot. Vouloir discuter avec Poutine et ne pas s'aligner sur les États-Unis, c'est être complice de Poutine pour vous ? Bien sûr. Non, la question, c'est pas de parler. La question, c'est pas de parler. Nous devons parler à Vladimir Poutine. Évidemment, il est président d'un grand pays, nous devons lui parler. Mais quand j'entends Éric Zemmour, Marine Le Pen, tarir d'éloges sur Vladimir Poutine, il a gazé les populations syriennes. Il a massacré les Tchétchènes. Il a annexé la Crimée. Il est en train d'organiser une guerre en Ukraine. Et pourquoi il fait la guerre en Ukraine? Parce qu'il ne supporte pas qu'il y ait une démocratie qui s'installe à sa frontière. Alors, croyez-vous que la démocratie ukrainienne soit uniquement la question, ou bien y a-t-il aussi une volonté, notamment des Américains, d'attirer l'Ukraine dans leur sein? Franchement, et moi, je suis surpris. On a 130 000 soldats russes. 130 000 soldats russes qui menacent d'envahir un pays allié, qui menacent d'envahir un pays où règne la démocratie, qui a ses frontières. Et je suis stupéfait qu'on nous sorte le débat sur les États-Unis. Je suis désolé. Moi, les États-Unis, je les ai critiqués. J'ai combattu la guerre en Irak de tout ce que je pouvais faire. Dans l'histoire, les États-Unis ont parfois le très mauvais rôle. Mais en Ukraine, l'agresseur, il s'appelle Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, c'est un dictateur. Et ce que j'ai demandé à Emmanuel Macron, c'est pas d'aller à Moscou tutoyer Vladimir Poutine, c'est de commencer à organiser un Kiev, un mini-sommet européen, pour montrer l'unité européenne en défense à l'Ukraine, à sa démocratie, à l'intégrité de son territoire. Parce que le balai des Scholz, Macron, un coup c'est aux États-Unis, un coup c'est à Moscou, on avait l'occasion de montrer une Europe où les dirigeants voyageaient ensemble et imposaient un rapport de force à Poutine pour éviter cette guerre. Natacha Polony, que l'on retrouve tous les soirs, 20h sur BFM TV avec Polo News. Merci Natacha. Vous le saviez, Yannick Jadot, les téléspectateurs peuvent réagir pendant cette émission, que ce soit sur les réseaux sociaux avec le hashtag Face à BFM ou en scannant le QR code qui apparaît régulièrement sur l'écran des téléspectateurs. Et c'est Léopold Audebert qui a les yeux rivés sur ses réactions ce soir.
Les yeux rivés. Ah Bonsoir oui, Léopold. Évidemment, bonsoir Maxime. Bonsoir Monsieur Jadot. Bonsoir. Beaucoup de Français qui nous écoutent ce soir, des Français qui habitent dans les grandes villes, des Français aussi qui habitent dans des communes. Et Canard Vert nous écrit ce soir en vous posant une question assez directe. Penser le carburant en campagne, c'est important aussi. Après, faut penser aux ruraux. Intéressant cette remarque parce que finalement, on voit que peut-être des personnes se sentent assez éloignées de votre discours, avec peut-être une image de l'écologie renvoyée à certains clichés comme l'écologie bobo. Comment vous faites concrètement pour parler à ces Français qui habitent notamment dans des communes et qui se sentent éloignés de votre programme? Écoutez, je suis beaucoup dans les zones rurales parce que pour ma part, vous savez, moi je viens de Picardie, je viens de l'Aisne, je viens d'une commune, d'un petit village où j'ai grandi. Parce qu'ils le disent en vous regardant ce soir. Hein. Et moi je suis très attaché à notre ruralité, à nos terroirs. Vous savez, depuis des années, ça a été quoi les politiques publiques vis-à-vis de nos zones rurales, de nos villages, de nos bourgs, de nos villes moyennes? C'est on laisse se fermer les commerces de proximité pour financer ou aider l'installation des grandes zones commerciales. On laisse fermer les petites gares, les trains du quotidien. On laisse fermer les bureaux de poste. On laisse fermer les services publics. Vous avez une commune sur 3 en France qui est un désert médical. On a laissé les entreprises partir. On a laissé l'agriculture s'industrialiser avec de moins en moins de paysans. Mais donc, qu'est-ce que vous faites pour Canard Vert? Eh bien, justement, ce que je fais, c'est on remet du commerce de proximité, on remet de l'activité économique et des services publics sur les territoires. Et donc, à partir de là, on est moins piégé par sa voiture parce que le médecin, le club de foot, le boulanger ou l'entreprise est beaucoup plus proche de son domicile. C'est un grand plan pour la ruralité que je développe dans mon programme. C'est un grand plan d'aménagement du territoire. Et justement, parce qu'on a cette image-là, je passe beaucoup de temps en ruralité parce que justement, c'est un enjeu extraordinaire de notre identité. Vous savez, moi, je dis souvent, être français, c'est peut-être parce que je viens de Picardie, c'est avoir les pieds sur terre, donc c'est le bon sens, c'est avoir les pieds dans la terre pour se réconcilier avec la nature, et c'est avoir le regard sur l'horizon, parce que justement, on est un pays universel. On va enchaîner, Monsieur Jadot, avec une autre question de Français. Elle concerne plutôt votre équipe, l'équipe d'Europe Écologie Les Verts. Voilà cette remarque très directe. Jadot parle depuis 27 minutes. Et ça y est, premier talc à Sandrine Rousseau. Il y a moyen qu'il vient de perdre une voix, la mienne. Cette dame nous dit finalement qu'elle vous entend parler de Sandrine Rousseau dans des termes qu'elle n'apprécie pas. Elle appréciait, bien Sandrine Rousseau. Apparemment, vous ne la convainquez pas ce soir. Écoutez, vous me ressortez une vidéo de Sandrine Rousseau pendant la primaire. La primaire a acté et ma victoire et la position du... La vidéo, en l'occurrence, c'était après la primaire. Bon, mais en tout cas, on l'a vu tout à l'heure avec le... En tout cas, la position très claire de notre mouvement, du rassemblement que je porte et du projet présidentiel n'est pas d'augmenter le prix de l'essence. Je ne vais pas vous dire le contraire. Mais ça pose un problème apparemment à certains Français, cette sorte de désunion. Mais vous vous inquiétez pas, vous savez, moi je suis très fier de la diversité des écologistes. Ça se passe très très bien avec Sandrine Rousseau. Elle apporte une radicalité, un enthousiasme, et c'est bien. Quel type de radicalité ? C'est pas Qu'est-ce que vous dire par Sandrine Rousseau n'est pas Yannick Jadot, je ne suis pas Sandrine Rousseau, mais le mouvement écologiste est divers et c'est une bonne nouvelle. Vous savez, moi je veux rassembler les Françaises et les Français. Ça veut dire sera encore plus divers. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites elle apporte une radicalité ? Mais elle apporte une radicalité dans sa manière de faire de la politique. Elle apporte une radicalité par rapport à la question, on a parlé tout à l'heure des discriminations. Elle apporte une radicalité nécessaire dans le paysage politique sur les violences faites aux femmes, qui doit être un sujet majeur de cette campagne électorale, parce que c'est un traumatisme profond pour trop de femmes, pour qu'on continue à ne pas faire le boulot comme l'a fait ce gouvernement. Mais vous dites que tout va bien avec Sandrine Rousseau. Il se trouve qu'on l'a reçue la semaine dernière sur BFM TV, et où elle s'étonnait, c'est pas qu'elle s'étonnait, elle était même en colère, par exemple, de ne pas avoir été prévenue des négociations qui étaient en cours avec Christiane Taubira. Franchement, Maxime Switek, là on est là face aux Français. On va parler d'une réunion totalement anecdotique, anodine. Je ne fais pas un communiqué de presse quand on répond courtoisement à une invitation où rien ne se négocie. Enfin, à un moment donné, on a parlé de l'Ukraine, j'espère qu'on va parler du climat, de la solidarité, de la justice sociale, de notre pays où la démocratie va quand même pas tellement bien. Donc on ne va pas parler... Pardon, c'est pas anodin, il s'agit simplement du rassemblement de la gauche. C'est pas anodin le rassemblement de la gauche. Ça, c'est un autre sujet. Ah bah non, là on est en plein dedans pour le coup. Mais non, mais si vous voulez, moi, et on est tous d'accord,
si vous voulez, nous, aujourd'hui, dans le paysage politique très confus, très confus, dans la situation, je l'ai dit, de lassitude, d'angoisse, de colère, d'évitement, de renoncement sur les grands sujets, moi, je porte un projet et un rassemblement de clarté. De clarté, il n'y a qu'une ligne. Vous savez que depuis des années que je fais de la politique, je ne défends qu'une ligne. On va en reparler tout à l'heure avec C'est Philippe. la République écologique dont je parlerai dans cette soirée. C'est une écologie sociale et républicaine et tous les écologistes sont alignés là-dessus. On en parlera avec Philippe. Parole aux Français. Ce soir, une réponse plutôt courte, s'il vous plaît. On a parlé du fond, on parle de la forme à présent. Avec cette remarque qui va s'afficher en quelques instants, Monsieur Jadot ne sourit pas beaucoup, il semble froid. Question sur votre image. Est-ce que vous répondez à Annick qui nous écrit, qui est chez elle dans son salon, elle ne se sent pas du tout atteinte par votre discours. Il n'y a que des messages pas sympas ou vous les choisissez, comme ça? Il y a beaucoup de personnes de votre campagne je aussi suis qui très sont content très d'être là. actives. Je suis très content d'être là. On est très content de vous recevoir. L'accueil est très sympathique. C'est une question légitime. Mais que se pose cette Française. Pardon? C'est une question légitime que se pose cette Française. Oui, bah écoutez, je pense que voilà, là on a plaisanté, mais maintenant, vous savez, moi je suis pas là pour amuser les Françaises et les Français. Je peux davantage sourire, probablement, peu importe. Moi, je suis là pour apporter des réponses qui règlent leurs problèmes du quotidien et qui sortent des réponses qui sortent la France de cette forme de résignation qui s'est un peu emparée d'elle. Et la ça tombe France bien parce elle a qu'on a des encore plein de énergies questions. extraordinaires. La France est un magnifique pays et on a une incroyable page d'histoire à écrire autour justement de cette écologie qui est une écologie de l'innovation économique, une écologie de la justice sociale, une écologie des valeurs républicaines. On y va sur l'écologie. Je veux convaincre les Françaises et les Français sur mes propositions. Alors peut-être que je devrais plus souvent sourire, mais faites-nous des blagues aussi. On va essayer. Merci beaucoup Léopold des blagues tout à l'heure. de temps en temps. Pour les questions des téléspectateurs. Il n'y avait que le Chypre qui a sorti quelques blagues finalement. Le défi climatique, Yannick Jadot, on y vient. On a pour vous ce soir justement des questions très concrètes. Où installer 3000 éoliennes en France? Comment se passer du nucléaire en 20 ans? Question posée par Amandine Atalaya. Amandine, c'est à vous. Vous voulez être sérieux, Yannick Jadot, on vient de le dire, justement. On va arrêté parler, de sourire alors. Pas maintenant. On va parler de climat, on va parler d'énergie renouvelable, de nucléaire. Et justement, à propos du nucléaire, vous avez dit il y a quelques jours une phrase qui m'a interpellée. Donc, je vous cite mot à mot. Il n'y a malheureusement que les dictateurs, la Chine, la Russie et en France l'extrême droite qui soutiennent le nucléaire. Est-ce que vous pensez vraiment, Yannick Jadot, qu'on peut avoir un débat qui soit serein, qui soit intelligent, quand vous tenez des propos aussi caricaturaux? Alors, ce qui aurait été bien, c'est de reprendre l'ensemble de mes propos. Ça aurait évité qu'ils deviennent caricaturaux. Monsieur Jadot, ils sont caricaturaux par votre faute. C'est vous qui dites mot à mot, on les comprend très bien. Attendez, je sais parfaitement ce que j'ai dit. Non, là vous biaisez. La France est une démocratie, donc il y a plein de gens pro-nucléaires qui sont des démocrates, j'en conviens parfaitement. Ce que j'ai voulu dire, c'est que, parce que je faisais le lien, c'est vrai que toute l'extrême droite soutient le même programme qu'Emmanuel Macron. Enfin, attendez. Valérie Pécresse, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Éric Zemmour. Il y a aussi l'extrême droite. Dans votre camp, Fabien Roussel, Arnaud Montebourg, dans mon camp. Pro-nucléaire, à gauche. Attends, mon camp. Moi, je suis l'écologie, madame. Je suis l'écologie. À gauche. Non. Donc, maintenant, si on regarde la réalité de ce qui se fait dans le monde aujourd'hui, en 2020, 2021, si on regarde quels sont les pays qui ont lancé des programmes nucléaires ou démarré des centrales nucléaires, c'est la Chine, c'est la Russie et c'est les Émirats arabes unis. Ce sont ceux qui sont le plus en avance. Non. Le plus en avance, c'est une façon de parler. Les États-Unis, la Finlande, par exemple. Non, les États-Unis, ça fait très longtemps qu'ils construisent plus de centrales nucléaires. Je suis désolé, ils ont plutôt tendance à arrêter les chantiers. Ce que je veux dire, c'est que quelle est la situation dans laquelle on est aujourd'hui? On a un pays, la France, qui, par une politique industrielle extraordinaire, a investi massivement de l'argent public, a formé les meilleurs ingénieurs, techniciens, ouvriers du monde et, en une vingtaine d'années, a construit 58 réacteurs nucléaires. Ça montre que quand on veut, on peut. Et on a la capacité de le faire. Et donc, aujourd'hui, on a entre 2 tiers et 3 quarts de notre électricité qui vient du nucléaire. Ce qui nous permet d'émettre très peu de CO2. Quelle est la situation aujourd'hui?
Aujourd'hui, on a des centrales qui sont vieillissantes. Et comme elles sont vieillissantes, on a quand même 11 centrales à l'arrêt, dont les plus récentes. 11 réacteurs. Dont les plus récentes. 11 réacteurs, pardon, à l'arrêt. Vous avez parfaitement raison. 11 réacteurs à l'arrêt qui nous mettent en difficulté d'approvisionnement électrique. On est obligé de s'approvisionner beaucoup sur le marché européen. Donc, en fait, on a deux options. Et c'est ce que disent tous les scénarios énergétiques et toutes les agences. On peut reconstruire des réacteurs nucléaires pour, au fond, remplacer les vieilles par des nouvelles, ou choisir un autre scénario, qui est le scénario on fait des économies dans nos logements et tout ça, et on déploie des énergies renouvelables. Ce que je propose, juste et après, je répondrai à vos questions, mais pour être bien compris, c'est que, un, on ne construit pas de nouveaux réacteurs nucléaires. Deux, je l'ai dit, il y a un enjeu majeur de pouvoir d'achat, c'est d'investir sur l'isolation des logements, ça crée de l'emploi, ça réduit les émissions de gaz à effet de serre. Et on déploie les énergies renouvelables. Et au fur et à mesure, on éteint les centrales. On ferme les réacteurs nucléaires. Ça prendra 20 ans, ça prendra 25 ans, ça prendra le temps qu'il faudra. Mais moi, j'ai envie que notre grand pays industriel, ou qui retrouve une force industrielle, et j'ai envie qu'on soit du côté de l'innovation. J'ai envie qu'on soit du côté de ces énergies qui sont plus propres. J'ai envie qu'on soit du côté de ces énergies qui créent de l'emploi. Emmanuel Macron dit qu'il veut lui aussi être du côté de l'innovation et il vient d'annoncer une décision très importante, c'est que la France va poursuivre son engagement dans le nucléaire puisqu'on va construire 6 nouveaux EPR, 8 chantiers vont être à l'étude. Le président a dit aussi, c'était à Belfort, qu'il voulait que la France investisse massivement sur les énergies renouvelables, même si pour l'instant, je vous l'accorde, nous sommes très en retard. Et, chaque fois, ils le disent. Pour poser le cadre du débat et entendre ces arguments, je vous propose qu'on écoute Emmanuel Macron. C'est très court, ça dure 10 secondes, c'était à Belfort. C'est le choix le plus pertinent d'un point de vue écologique et le plus opportun d'un point de vue économique. Et enfin, le moins coûteux d'un point de vue financier. Donc, il y a tout, dit-il, dans son scénario. Qu'est-ce qui ne vous convainc pas? Et est-ce que finalement, ce ne serait pas lui, l'écolo pragmatique, et pas vous? Je pense que c'est le dogmatique. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce que propose Emmanuel Macron? On a un EPR aujourd'hui en construction en France. Celui de Flamanville. Celui de Flamanville. Il devait entrer en fonction en 2012. Il n'entrera pas en fonction avant des années s'il ne doit jamais... normalement, c'est l'année prochaine. Non, mais ça ne marchera pas. Avec les retards qu'ils ont pris. Et puis, vous savez, ils ont pris des retards et puis ils ont été extrêmement flexibles sur le fait que le couvercle du réacteur qui doit être changé sera changé en 2024. Donc, ce réacteur-là, je peux vous dire, il n'est pas prêt de démarrer. Il devait coûter 3 milliards. Selon la Cour des comptes, il en coûte 20. 17 milliards de gabegie. Qu'est-ce que propose Emmanuel Macron? Il dit, j'ai un fiasco industriel et financier, eh ben, je vais en faire 6 de plus. Non, il vous dit, on a appris en construisant le premier, on va en construire d'autres. Eh bien oui. En s'améliorant. D'accord. Et on aura des réacteurs nucléaires en 2045. Mais vous faites le même pari sur le renouvelable, monsieur Jadot, parce qu'il y a beaucoup de technologies dont on ne dispose pas pour l'instant, et on a mis 10 ans à faire un parc éolien offshore, un seul. Ah, mais à cause de qui? Donc... D'accord. Et on a 5400 éoliennes offshore en mer du Nord, une seule en France. Vous pensez que la question, c'est un problème technologique ou c'est le problème de la politique publique française? Mais pour en revenir au choix d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Voilà, vous êtes armé là. Ah ouais, je suis venu équipé. C'est votre graphique de la Banque Lazare aux États-Unis? Voilà. Ben oui, les technologies renouvelables. Oui, mais vous savez que ce sont des chiffres qui sont contestés. Non. Si, monsieur Jadot. Vous pouvez regarder les chiffres de l'IRENA. Non. Vous pouvez regarder tous les chiffres. Et vous pouvez regarder le rapport de 600 pages de la RTE en France, sur lequel se fondent tous les experts aujourd'hui. Expliquez ce qu'est le graphique déjà. Si on peut regarder, là on voit pas. Voilà, il arrive. Là, la courbe en jaune, et ça c'est pas contestable, c'est le coût de production du photovoltaïque. Ça s'est effondré en 10 ans, divisé par 10. La courbe que vous avez en bleu là, c'est l'éolien dont les coûts de production se sont fortement réduits. Et puis la courbe qui monte, c'est le nucléaire. C'est incontestable aujourd'hui. L'EPR, non mais je vais finir, l'EPR de Flamanville, le nucléaire que propose Emmanuel Macron, il est 2 fois plus cher que mes énergies renouvelables. Et il mettra 4 fois plus de temps à se mettre en place. Non, monsieur Jadot, c'est important. RTE dit dans son scénario que le moins coûteux, c'est celui qui inclut du nucléaire. À partir de là, on ne va pas se battre sur les chiffres. Non, mais parce que reconnaissez que RTE n'a pas pris en compte les surcoûts de l'EPR de Flamanville. Et RTE fait
une projection sur de nouveaux EPR. C'est même plus l'EPR de Flamanville, c'est des EPR2 qui n'existent pas. RTE, c'est le réseau de transport d'électricité qui a produit un rapport l'année dernière. Et puis, donc, ce sujet. Donc, le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'on a un problème de pouvoir d'achat aujourd'hui, on a un problème de climat, il est immédiat. Et il nous propose de commencer à agir en 2040-2045. Et je vais vous montrer ce qu'est la réalité du monde. Ça, c'est mon deuxième graphique. Ça, c'est les investissements. Les colonnes orange. Les en orange, ce sont les investissements dans les énergies renouvelables. La ligne là du bas, ce sont les investissements dans le nucléaire. Et vous le savez, 80% aujourd'hui des investissements dans le monde sur la production d'électricité sont dans les énergies renouvelables. Moi, je veux que mon pays, qui est un grand pays industriel, je veux que mon pays il soit sur les secteurs d'avenir. Je veux que mon pays soit sur les technologies moins risquées, plus propres. Je veux que mon pays ne s'enferme pas dans une illusion nucléaire qui va nous coûter très cher et qui ne résoudra aucun de nos problèmes avant 15 ans. J'entends vos arguments. Je rappelle juste que ceux qui défendent le nucléaire disent que c'est notamment parce que c'est une énergie propre qui émet très peu de gaz à effet de serre. Mais si Emmanuel Macron est élu, ou si Valérie Pécresse ou Marine Le Pen ou Éric Zemmour sont élus, la France s'engagera dans le nucléaire pour 100 ans. Vous êtes d'accord ? Oui. Vous trouvez ça c'est pas à moi d'en décider. C'est une responsabilité qui est lourde quand même, non ? Justement, c'est à vous de vous faire élire si vous voulez que ça ne se passe pas. C'est bien pour ça que je suis là. Mais si eux sont élus, votre projet en fait est caduc, puisque tout votre projet repose sur le fait que la France ne s'engage pas dans le nucléaire pour pouvoir développer des énergies renouvelables. Oui. Auquel cas, quelle serait votre raison d'être ? À quoi serviriez-vous si la France signe pour 100 ans pour le nucléaire ? En 2008, Nicolas Sarkozy, président de la République, il va au Creusot et il annonce la construction d'un EPR à Penly pour les années qui suivent. Cet EPR n'existe toujours pas. Et vous savez que même chez les ingénieurs nucléaires... Vous pensez que les constructions ne seront pas lancées ? Mais les constructions d'EPR ne seront même pas lancées pendant le prochain quinquennat. Regardez y compris les scénarios que vous mentionnez d'RTE, les notes du gouvernement. Si on relance des EPR, c'est pour qu'ils soient en service en 2040-2045 au mieux. Vous vous rendez compte que là, les Français ont des factures d'électricité qui explosent. Ce qu'on leur propose, c'est de construire des réacteurs nucléaires très chers, qui vont coûter très cher pour résoudre leurs problèmes de 2045. Si jamais vous étiez élu, admettons, en 2032, vous arrêteriez le programme 2022, nucléaire. C'est l'élection, c'est 2022. Si ça ne marche pas cette fois et que ça arrive plus tard, est-ce que vous arrêteriez le programme nucléaire que la France aurait engagé ? Mais pour l'instant, vous savez, en réalité, le président de la République n'a rien engagé. Bon, il y a des lois dans notre pays. Non, il y a des lois dans notre pays. À un moment donné, le président de la République, dans ses annonces, quand il dit « je vais faire » ou « je décide », il est totalement hors la loi. Les investissements en matière d'énergie, on ne va pas rentrer dans les détails, ça dépend d'une loi programmatique. C'est l'Assemblée qui doit décider. Il a promis qu'il y aurait un débat par ailleurs. Pour reparler de votre programme, super. Monsieur Jadot, sur les éoliennes, parce que ça intéresse beaucoup les Français et c'est un thème qui est très présent dans cette campagne. Vous voulez qu'il y en ait 3000 de plus d'ici la fin de votre quinquennat. Et d'ici 2050, combien en voudriez-vous pour qu'on atteigne nos objectifs En peine plus. Ça ferait quel chiffre à peu près si vous deviez... À peine plus, on est sur 12 000. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les progrès technologiques vont très très vite dans l'éolien, très très vite. Et donc, en fait, aujourd'hui, la plupart des éoliennes que vous voyez dans la campagne, elles font 2 mégawatts de puissance. Aujourd'hui, déjà, ils font des éoliennes à 6 mégawatts. On va vers 12. Donc, en fait, l'enjeu, ce n'est pas d'en installer des nouvelles, c'est de changer celles qui existent déjà. Donc, c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup. En revanche, puisque la question, c'est plus l'aménagement du territoire. Oui, et l'acceptabilité pour les Français. Vous avez raison. Il y a des territoires qui sont saturés. Moi, j'étais dans l'Aisne, j'ai visité un paysan bio il n'y a pas très longtemps, du côté de Montcornet. Vous avez des éoliennes partout, c'est pas normal. Ce sont les territoires où il y a du vent. Oui, ce sont les territoires où il y a du vent, mais il y a encore des habitants. D'accord ? Alors c'est vrai que là-bas, parfois, l'agriculture, ça a viré toutes les fermes, toutes les haies et tout ça. Ça, c'est sûr que ça souffre parce que c'est des kilomètres et des kilomètres de champs sans même pas un arbre. Mais il y a du vent. Donc, c'est de décider, en fait, où on peut installer des éoliennes,
d'en discuter avec les populations, parce que comme vous le savez, selon toutes les enquêtes, les populations sont généralement très favorables à l'éolien, y compris quand c'est installé à côté de chez eux. Ce qui est insupportable. Attendez, Yannick, attendez, sur ce point. 70% des installations d'éoliennes font l'objet d'un recours. 70% aujourd'hui. Attendez, est-ce que vous savez combien de temps? Est-ce que vous savez... Bah si, on parle d'acceptabilité. Donc ceux qui sont... Il suffit que vous ayez une association qui porte un recours de l'autre côté de la France. Ça ne veut pas dire que les populations locales sont contre. En l'occurrence, il y a des recours qui font perdre du temps pour ceux qui veulent installer des éoliennes. Pour ceux qui veulent installer des éoliennes. Juste une chose, est-ce que vous connaissez la durée moyenne entre le moment où on lance un projet et le moment où l'éolienne arrive réellement en activité? Aujourd'hui, en France, on est à 5-6 ans. Ouais, même entre 7 et 9 ans. Entre 7 et 9 ans. Alors que tous les pays voisins sont entre 2 et 3 ans. Absolument. Moi, ce que je veux faire... Mais donc, il y a bien un problème d'acceptabilité. Non, il y a un problème de, si vous voulez, il y a des associations qui ont fait de leur mission le combat contre l'éolien. Mais, encore une fois, je veux dire, y compris quand vous voyez les grands groupes énergétiques qui font leur pub dans les journaux à coups d'éoliennes, c'est qu'ils ont bien compris que ça a aussi une valeur. Mais moi, la stratégie que nous voulons développer, c'est de définir les territoires où nous pouvons installer des éoliennes en lien avec la population et de faciliter justement les permis et l'installation. Vous le savez qu'en juin dernier, le président de la République et son gouvernement ont trouvé un truc pour rendre un peu plus inacceptable l'installation d'éoliens dans notre pays. Ils ont augmenté les zones de protection des radars de 30 à 70 km. Vous avez quasiment aujourd'hui 80% du territoire où de toute façon vous ne pouvez pas construire. C'est un truc qui n'existe pas dans alors un là, autre pays monsieur Jadot, on rentre dans des détails, mais en résumé, votre position, c'est de dire on ne va pas le faire contre les Français et le territoire ne sera pas couvert d'éoliennes. Madame, je me suis toujours battu pour que l'énergie soit un sujet démocratique. Et justement, donc il faut le faire avec les populations. On parle de 2 autres thèmes pour finir, parce que sinon on n'aura Mais pas juste abordé. pour dire que les énergies renouvelables, ce n'est pas que l'éolien. C'est le photovoltaïque, c'est l'hydraulique, c'est la géothermie. Et c'est ça qui fera la force de la France. Et c'est ça qui fait qu'on a un système électrique qui garantira l'électricité aux Françaises et aux Français. Tout à fait. La contrepartie de votre scénario où vous voulez 100% de renouvelables, c'est ambitieux, c'est évidemment qu'on fasse des économies d'énergie et qu'il y ait une société de la sobriété énergétique. Sans rentrer dans les détails, vous voulez aussi qu'il y ait davantage de voitures électriques, qu'on change la façon dont on se déplace. Vous avez une proposition forte qui est qu'en 2030, vous voulez que soit interdite la vente de voitures neuves, essence, diesel ou hybride. Sauf que, pour l'instant, ça coûte cher, les voitures électriques. Et je regardais les chiffres. Le mois dernier, par exemple, les Français ont acheté plus de voitures de plus de 15 ans d'occasion que de voitures neuves. Donc, en fait, le risque, est-ce que ce ne serait pas que les Français, un peu plus modestes, se tournent uniquement vers le marché de l'occasion et que finalement, on ne renouvelle jamais le parc automobile français? Vous avez raison. Comment est-ce que vous gérez ce risque? Pourquoi je veux donner cette échéance à l'industrie automobile française? Vous savez que déjà, Renault a décidé de passer en 2030 au tout électrique. Il y a en Allemagne, la plupart des constructeurs automobiles sont en train de basculer, comme aux États-Unis. Moi, je ne veux pas que la France perde son industrie automobile parce qu'elle n'aura pas pris justement le chemin de la modernité en matière de véhicules. Faut savoir qu'en France, tous les 10 ans, on perd 100 000 emplois dans l'automobile. Okay, donc, moi, je veux sauver l'industrie automobile française et je veux qu'elle investisse sur les secteurs d'avenir. Et là, donc, je double le fonds de soutien à la conversion automobile. On passe de 500 à 1 milliard, justement pour aider les populations les plus modestes à changer de véhicule. Je mets en place, notamment pour les artisans, le soutien à ce qu'on appelle le rétrofit. C'est quoi le rétrofit? C'est qu'en fait, vous gardez votre véhicule, et c'est très important pour les artisans qui ont leur camionnette, avec le rangement, tout ça. Et vous enlevez le moteur, juste le moteur thermique, pour mettre un moteur électrique. Ça coûte beaucoup moins cher, c'est beaucoup moins polluant, et donc nous soutiendrons ça. Et puis, dernièrement, de la même façon que je montrais sur la baisse des coûts des énergies renouvelables, selon les dernières études aujourd'hui, en 2025, 2026, 2027, le prix des véhicules électriques sera le même que le prix des véhicules thermiques, sachant qu'ils sont beaucoup moins chers à entretenir. Donc, en fait, la voiture électrique, avec le transport collectif, avec le vélo, avec le covoiturage, avec le machin, deviendra un élément, au fond, normal d'achat de mobilité.
Moi, je veux que les Françaises et les Français puissent continuer à se déplacer. Je l'ai dit, je viens de Picardie, là d'où je viens, il faut une voiture. Il n'y a pas d'ambiguïté, il faut une voiture. Si tout se passe bien, parce qu'en effet, pour conclure, il est vrai que votre scénario repose évidemment sur des paris d'avenir. Donc, par définition, c'est incertain. Mais quand vous êtes sur la parité des prix, fini, malheureusement. Quand vous êtes sur la parité des prix entre les voitures électriques et les voitures thermiques à 2-3 ans, ce ne sont plus des paris, c'est déjà la réalité en fait. Merci beaucoup, Amandine. Vous voulez que les Français puissent se déplacer, mais moins vite sur l'autoroute. Vous maintenez? Non, j'ai dit que ce n'est pas dans mon projet. J'ai dit, comme on me posait la question, j'ai dit qu'on pouvait y réfléchir parce qu'effectivement, ça consomme moins, ça crée moins d'accidents, ça pollue moins. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut regarder. Voilà, j'avais dit aussi une fois, mais ça, c'est pour ça qu'il faut en débattre et prendre cette responsabilité-là. C'est vrai que parfois, sur l'autoroute, si on doit rouler à 110, 120, on s'ennuie un peu. Mais si à un moment donné, c'est pour le bien collectif et qu'à la fin, on perd que 5 minutes, mais encore une fois, c'est un débat qu'il faut ouvrir. Je n'ai pas de décision là-dessus. Yannick Jadot, vous allez aussi faire face aux questions des Français ce soir, questions que nos reporters sont allés récolter aux 4 coins du monde, questions qu'on nous a envoyées également. On va voir ça avec Roselyne Dubois. Aux 4 coins du pays, Roselyne. Je suis un peu emballé en disant 4 coins du monde. Non, mais on est ambitieux. Effectivement, on fait remarquer dans l'oreillette que je m'emballe un peu parfois. C'est ça l'ambition de la France. Exactement, c'est de rayonner. On rayonne ce soir, Yannick Jadot. Nous rayonnons. On s'est beaucoup projeté aussi à 10, 20, 30, ça fait rayonner. 100 ans. Moi, je vais revenir au quotidien. On a parlé pendant cette campagne de gastronomie, de viande rouge. Ouais. Et vous voudriez qu'on en mange moins. Écoutez, Baptiste, il a 18 ans. Bonsoir Yannick Jadot, j'ai une question pour vous. Comment faire pour lutter contre la consommation de viande en France? Merci. Comment fait-on pour en manger moins, alors qu'on aime ça? Alors qu'on aime ça. On en mange moins et on mange de la bonne qualité. Ça, c'est le principe. Comment on fait? Je pense que à la fois, il y a tous les lieux, toute la restauration collective. Ce qui est en train de se passer dans les cantines, et c'est bien, c'est d'avoir 1 à 2 fois par semaine un repas végétarien, qui est un repas évidemment complet, mais qui participe à la fois de moins manger de viande, mais de manger de la viande locale. C'est pas Sodexo, c'est viande locale, c'est ce que font les maires écolos. Une viande de qualité qui nourrit. C'est bon pour la santé, c'est bon pour le climat, c'est bon pour tout. Parce que, attention, on a quand même un enjeu sanitaire énorme. Mais vous parlez de restauration collective, vous voulez aussi que les Français changent leurs habitudes à la maison? Oui, mais j'ai pas légiféré, réglementé. Non, mais que mangent les gens. Il peut y avoir des incitations, ce genre de choses. Vous aimez bien les bonus-malus, vous en voulez un aussi pour l'alimentation? Non, attendez, non, je ne vais pas commencer à organiser. On ne va pas faire en début de semaine le communiqué du comité de défense de la présidence de la République va vous donner vos menus de la semaine. Alors, je suis désolé, moi je suis pour la démocratie. On éclaircit le point, Yannick. Non, moi je suis... Vous savez pourquoi il faut aller vite sur la lutte contre le dérèglement climatique et contre l'effondrement de la biodiversité? Parce que, déjà, si on prend du retard, si on refait 5 ans à ne rien faire, ça va nous tomber dessus, mais dur. Mais surtout, on ne le fera plus dans la justice sociale et dans la démocratie. Moi, je veux que ça soit un projet d'enthousiasme. Et que ça peut être à la fois l'éducation par les enfants sur l'alimentation, c'est considérable. Et puis, pourquoi pas, les Français sont fascinés par les émissions de cuisine. Le plat préféré des Français, le couscous, vraiment? Pardon? Le plat préféré des Français, le couscous, vraiment? Non, le vôtre. Mais j'adore le couscous. J'adore le sobuco, j'adore les pâtes à la sauce tomate avec des petites tomates comme ça. On a un début de menu, Yannick Jadot. On a un début de menu. On a un début de menu. Non, mais si vous voulez, si on peut éviter de rentrer sur ces sociétés. Une question par mail maintenant. Par contre, si je peux me permettre là-dessus, parce que je sais qu'il y a des débats en ce moment, et il faut faire très attention. On a un énorme problème de malbouffe dans notre pays. Un énorme problème de malbouffe dans notre pays. On a du diabète, parce que c'est trop sucré. On a de l'obésité. Attendez, ça va avec. C'est la question de Julien. Est-ce que vous arrivez à faire du sport pendant la campagne? Alors que justement, l'ANSES alerte sur le fait qu'on ne bouge pas assez, que 95% des adultes ne bougent pas assez. Vous êtes du genre à vous faire prendre en photo en jogging? Bof. Alors mais ça m'est déjà arrivé en train de jouer au foot. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a le truc et de dire au fond, arrêtez d'embêter les Français, de les culpabiliser sur le trop gras, sur le trop sucré, sur le trop salé. Vous savez, ça c'est le discours de tous les lobbies de l'agro-industrie.
Nous, ça fait 40 ans qu'on se bat. Avec José Bové, René Dumont est un agronome, pour qu'on maîtrise notre alimentation, que ça soit une alimentation de proximité. Ce n'est pas toujours possible, mais que ce soit une alimentation bio, de proximité, et que ce soit une alimentation de qualité. On ne peut pas jouer avec le trop salé, le trop sucré, le trop gras dans notre société, quand c'est le business des industriels qui sont en train de foutre en l'air la santé de nos enfants. Mais le sport, donc oui, 1 heure d'accès au sport pour les enfants par jour, 1 demi-heure pour les adultes, et comme on parlait tout à l'heure, les entreprises qui sont en train de redéfinir leurs bureaux, on peut faire comme les crèches, vous soutenez les entreprises pour qu'il y ait des équipements sportifs dans les entreprises. On va développer le sport, on va mettre le paquet là-dessus parce que c'est le plaisir, c'est le dépassement de soi-même, c'est la santé. Il y aura au printemps une grande fête nationale du sport pour que tous ensemble, tout ensemble, on fasse du sport et parce que c'est un élément essentiel du plaisir. Donc oui. Je vous parle de foot aussi. Ouais. Il n'y a pas de score. C'est une question par mail de Marion. Non, j'ai demandé à ce qu'on ne me dise pas le score. J'ai rien dit. Non. J'ai demandé à ce qu'on ne me dise pas le score. Est-ce que vous soutenez l'action en justice des hijabeuses qui veulent jouer dans des compétitions de foot en portant le voile? On en a beaucoup parlé, il y a des avis très tranchés. Quel est le vôtre? Moi, je soutiens, y compris ce qu'a dit la ministre Moreno, qui est de dire la loi n'interdit pas ça. La loi sur la laïcité, elle est claire. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que, si vous voulez, à chaque fois qu'on prend quelques cas comme ça, généralement, c'est quelques cas sur les doigts d'une main. On les monte ce truc en épingle. Et c'est tous les extrêmes qui s'en emparent. Vous avez les islamistes qui vont dire allez, voilà, faisons-en des tonnes et des tonnes. Vous avez les anti-musulmans qui en font des tonnes et des tonnes. Franchement, si on peut lâcher la grappe de ce pays sur la question, sur les musulmanes et les musulmans dans notre pays, et qu'on applique strictement la loi sur la laïcité, on s'en sortira toutes et tous mieux. Mais vous dites la loi ne dit pas ça, effectivement, mais là précisément, le but c'était de changer la loi. C'est ce qui était réclamé par une partie des parlementaires. Enfin, une partie des républicains qui, effectivement, aujourd'hui, ont considéré que tous les problèmes de la France, avec Zemmour, c'était les musulmans. Ce n'est pas mon point de vue. Moi, j'en ai marre que dans ce pays, on stigmatise tous les jours des millions de nos compatriotes. J'en ai franchement assez. C'est une exception, la Fédération française de football, en la matière. Mais c'est marrant, je n'ai pas entendu un mot de la Fédération française de football sur le Qatar. Alors là, ça les a bien arrangés d'aller au Qatar. Je ne sais pas ce qu'ils ont gagné à soutenir la candidature du Qatar pour faire la Coupe du Monde. On va le faire dans des conditions climatiques aberrantes. Il y a déjà 6500 ouvriers migrants morts pour construire les stades. Tout ça dans un pays qui n'est quand même pas une démocratie ni un pays de progrès pour les femmes. Donc que la Fédération française de football s'occupe des sujets sérieux. On a beaucoup de questions, Yannick Jadot, aussi évidemment sur le pouvoir d'achat. Oui. Écoutez Tao, 20 ans. Alors, bonjour Monsieur Jadot, vous voulez mettre en place un revenu universel. Concrètement, comment comptez-vous le financer? Revenu citoyen, 920 € par mois dès qu'on a 18 ans. Oui, automatique. Et comment on paye ça? Je veux éradiquer la grande pauvreté dans notre pays. Vous savez qu'il y a des millions de Français qui n'ont pas que quelques centaines d'euros pour vivre par mois. On a des jeunes qui n'ont pas accès aux minima sociaux parce que les gouvernements, y compris celui-là, excluent les jeunes de la solidarité alors qu'on a des files d'attente invraisemblables de jeunes pour aller à la soupe populaire, pour aller obtenir des repas gratuits. Et donc, effectivement, je veux un revenu citoyen qui fera que personne ne sera sous le seuil de grande pauvreté dans notre pays, jeune ou moins jeune. Et c'est un revenu... Dès 18 ans, tout le monde peut toucher... Automatique. Automatique, tout le monde touche 920 € dès ses 18 ans. Bien sûr. Après, c'est comme le RSA. Oui, si vous avez un salaire à côté, si vous bossez, pas. Effectivement. Si vous avez un salaire, vous ne touchez pas. Combien ça coûte et comment vous financez? Ça coûte 20 milliards. Ça coûte 20 milliards. Et je veux que ce soit aussi une formidable opportunité d'autonomie pour les jeunes. Dans notre système français, vous savez, vous êtes enfant de vos parents jusqu'à 25 ans. C'est totalement aberrant. Dans une société moderne, les jeunes sont autonomes à partir de 18 ans et donc ils sont autonomes fiscalement. Mais 20 milliards, vous financez ça comment? C'est considérable. Oui, enfin bon, vous savez, là, vous avez vu, donc c'est notamment à travers la mise en place d'un impôt de solidarité sur la fortune, y compris avec un bonus-malus climatique. Mais mon impôt de solidarité sur la fortune, il aura un rendement de 15 à 20 milliards. Il démarre pour les 1% les plus riches. Il démarre à 2 millions d'euros.
1% entre 2 millions et 8 millions, 2% entre 8 et 1 milliard, 3% au-delà. Et on supprime toutes les exonérations qui ont fait que les milliardaires jusque-là ont toujours échappé à la solidarité et qui fait qu'aujourd'hui, vous avez quand même, il ne vous a pas échappé, les milliardaires dans notre pays, pendant le Covid, ont augmenté leur fortune de 86%. Eh bien, ils peuvent être solidaires pour que nos jeunes ne fassent pas la queue pour aller à la soupe populaire. Pardon, Roselyne, je fais juste une petite parenthèse sur cet ISF climatique, parce que c'est l'un des points phares de votre projet. Là où j'ai un problème, c'est que c'est Greenpeace, notamment, organisation que vous connaissez bien, qui défend cet ISF climatique. Mais alors qu'il ne fait pas du tout les mêmes calculs que vous, elle explique que cet ISF climatique, d'après Greenpeace, rapporterait autour de 4 milliards par an. Vous nous dites ce soir 15. Non, parce que c'est deux choses différentes. Je n'arrivais pas à comprendre. Non, tout à fait. Le principe de l'ISF climatique, c'est quoi? Au fond, c'est l'impôt sur la solidarité. Et puisque, en fait, les plus riches, par leur mode de consommation, évidemment, mais essentiellement par leur patrimoine financier, émettent beaucoup plus de CO2 que le reste des Français. Si on prend les 1% les plus riches et les 1% les plus pauvres, c'est 66 fois. D'accord? Donc, je veux mettre un malus sur votre patrimoine financier si vous, par exemple, vous avez des actions Total qui est en train de dévaster l'Afrique et l'Arctique, eh ben, on vous paierait un malus. Mais là où j'ai une différence avec Greenpeace, c'est sur la partie impôt de solidarité. Moi, je suis un responsable politique. Aujourd'hui, vous avez eu dans ce quinquennat un enrichissement des très riches qui est au-delà, au fond, je ne vais pas dire de la décence, parce que la question, ce n'est pas d'avoir un jugement moral. Mais à un moment donné, les plus riches ont été vaccinés gratuitement. Ils envoient leurs enfants à l'école. Ils profitent des routes. Et on ne peut pas laisser des gamins faire la queue pour aller à la soupe populaire. On ne peut pas laisser des gens qui sont sans abri. On ne peut pas laisser des gens ne pas accéder au logement social parce qu'il n'y a pas d'argent pour construire le logement social. Oui, il faut plus de solidarité dans notre pays. Ce n'est pas confiscatoire, c'est juste de la solidarité. Question sur le logement, justement, avec Naomi. Écoutez. Bonjour Monsieur Jadot, comment comptez-vous aider les jeunes à avoir accès à leur premier logement? Voilà, premier logement, comment vous faites? Alors, vous avez bien compris qu'avec mon revenu citoyen, j'aide quand même sérieusement les jeunes à accéder... Quand on voit le prix des loyers, quand même, 920, il ne reste pas grand-chose. Mais attendez, je ne reviens pas sur les APL. Je ne reviens pas sur les APL. Et évidemment, il y a aussi la nécessité, on a parlé du logement social tout à l'heure, il y a eu un effondrement de la construction de logement social, y compris du logement étudiant dans notre pays, avec Emmanuel Macron. Décidément, c'est quand même le président le plus jeune de la 5e, c'est quand même le président qui aura moins fait pour la jeunesse. Et donc, nous relancerons le logement pour les étudiants, et y compris la rénovation thermique aussi du logement pour étudiants, parce que les étudiants n'arrivent pas à se chauffer, et souvent, les logements qu'ils habitent sont des passoires énergétiques. La campagne, on est à 50 jours maintenant du premier tour. Comment est-ce que vous allez faire revenir les électeurs aux urnes? C'est la question de Mathis. Bonsoir Monsieur Jadot. Alors ma question est la suivante. Est-ce que vous avez des mesures pour lutter contre l'abstentionnisme, surtout qui touche beaucoup les jeunes en ce moment? Je vais savoir si voilà, ça faisait partie de votre programme. Voilà. Bien sûr. Enfin, je veux dire, je ne vois pas comment une formation politique, les écologistes, qui misent tout sur l'avenir, qui essayent concrètement... Non, je suis bien compris, qui essayent de faire un avenir bienveillant. Je veux dire, les jeunes sont au cœur de notre responsabilité collective. Bon. Alors c'est déjà les écologistes, ils le démontrent dans les mairies, ils le démontrent quand ils sont élus, ils tiennent leurs promesses. Le gros de la défiance, notamment des jeunes, c'est que les politiques ne tiennent pas leurs promesses. Deuxièmement, nous allons agir sur ce qui les préoccupe très fondamentalement, le climat, les violences faites aux femmes, le racisme, le bien-être animal. Ce sont des sujets dont la jeunesse s'est emparée et c'est extraordinaire l'enthousiasme qu'ils mettent dans ces combats-là. On agira de manière très ferme et immédiatement à notre arrivée au pouvoir. Et puis, moi, j'ai envie qu'il y ait le droit de vote à 16 ans. Pourquoi le droit de vote à 16 ans? Parce que ça veut dire que le premier vote, il se fera dans le cadre du lycée. Et donc, ce sera l'occasion extraordinaire d'avoir des discussions, une formation autour de c'est quoi les institutions, comment ça marche la démocratie, à quoi ça sert. Parce que je ne me résous pas à ce que dans notre pays, ce soit les plus âgés, moi compris, les plus fortunés, qui votent, tant mieux s'ils votent, il faut que tout le monde vote.
et que les jeunes et les classes populaires ne votent pas. Vous savez, j'en discute souvent avec les jeunes, et je prends 2 exemples. Ils n'ont pas voté dans le référendum sur le Brexit. Et leurs parents, alors qu'ils étaient pro-européens, leurs parents leur ont fermé les portes du continent. C'est dramatique pour eux. Ils n'ont pas voté en Pologne. Et le gouvernement polonais interdit l'avortement. Le gouvernement polonais combat les homosexuels. Eh bien moi, j'ai envie d'une société où la jeunesse s'est emparée de la politique et je souhaite qu'elle s'empare de cette campagne présidentielle. En un mot, la dernière question de Samuel. Si vous êtes élu, est-ce que vous habiterez à l'Élysée? Oui. Très bien. Ben voilà. Ah oui, j'étais court. Non, mais vous voyez bien qu'il y a des enjeux. Non, mais c'est très bien. Ça suffit. C'est très bien. Le oui suffit. Il y a des enjeux de sécurité. C'est pas par attirance spéciale pour les ordres de la République. C'est juste, il y a des enjeux de sécurité. Eh bien, il faut respecter les protocoles de sécurité. Merci Roselyne, merci à tous ceux qui vous ont posé des questions ce soir. Yannick Jadot, vous allez adorer, je reviens au sondage. Sondage en baisse depuis des semaines, je le disais tout à l'heure, oui. Ça dépend où, en fait. Oui, non, en réalité, quand on fait la moyenne, c'est assez clair et assez net. Comment pouvez-vous inverser la tendance? Quel espace politique vous reste-t-il à gauche? Vous êtes ce soir face au chef du service politique de BFM TV, j'ai nommé Philippe Corbet. Alors Yannick Jadot, avant de parler des sondages, je vais vous montrer une image qui va vous faire plaisir. C'est une image qui date du 26 mai 2019 à 20h. On vous voit heureux, sincèrement heureux. C'est le soir des Européennes. Ce soir-là, vous êtes la tête de liste des Européennes et vous rassemblez 13,5% des Français. C'est énorme. Ça fait 3 millions de Français. 3 millions de Français qui, ce jour-là, sont allés glisser un bulletin écologiste. Pour donner une comparaison, c'est une élection qui ne mobilise pas énormément les Français et les Européennes. 3 millions de Français, le RN qui est arrivé en tête était à 5 millions. La République En Marche à 5 millions. 3 millions, c'est énorme. C'est 2 fois plus de voix que ce qu'avait recueilli Noël Mamère en 2002, qui a fait le meilleur score d'un candidat écologiste au présidentiel. C'est énorme, 3 millions de Français. C'est sur cette base de 3 millions de Français que vous construisez votre chemin vers l'Élysée. Oui. Pourquoi est-ce que... Où vous en êtes là? Vous savez combien ils nous mettaient le matin même sur les sondages confidentiels que les instituts de sondage... Parce qu'il faut que les Français sachent que jusqu'au moment du vote, les instituts de sondage font des sondages qui n'ont pas le droit d'être diffusés, mais ils continuent à les faire. Ils me mettaient au même niveau qu'aujourd'hui. Un peu plus haut, autour de 8-9. J'ai fait 5-6 points de plus que les sondages du matin même. Et si on avait écouté les sondeurs, on n'aurait gagné aucune municipalité en 2020. Simplement, moi, je ne suis pas là pour commenter les sondages. Là où vous avez raison, c'est quelle est la perspective. Non, mais via les sondeurs, quand même, globalement, on peut en convenir, en ce moment, ils se plantent beaucoup. À chaque élection, ils se ramassent quand même assez largement. Moi, je suis toujours surpris que le lendemain, ils soient les prescripteurs du débat public, mais on fera les sondages si vous voulez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, je veux parler aux Françaises et aux Français pour leur dire que il y a une perspective dans ce pays qui n'est pas le statu quo, parce que les Françaises et les Français sont fatigués. Parfois, on le sent, ils aimeraient appuyer sur pause, que tout s'arrête. La mondialisation, les réformes, le Covid, le dérèglement climatique, les attentats, que tout s'arrête et qu'on retrouve un peu de sérénité. Mais la réalité, c'est que le statu quo, c'est le chaos. Ce sont tous les désordres que nous connaissons. Et ça sera de pire en pire. Désordres sociaux, désordres économiques, désordres écologiques. Donc, toute ma campagne, ça doit être de dire à quel point, si vous me permettez, juste je finis, de dire à quel point 2022 est un enjeu absolument dramatique si on veut être à l'auteur du climat. Mais que je veux tenir l'enthousiasme de la société. Justement. Pour la mobiliser et que tout se passe bien. On n'a jamais autant parlé d'écologie dans le pays, dans la société, dans le débat public, à la machine à café au bureau. Dans le débat politique, reconnaissez qu'on n'en parle pas beaucoup. On en parle plus qu'en 2017 ou en 2012. On en parle à la machine à café au bureau, on en parle dans les déjeuners de famille, on en parle dans les cours d'école. C'est partout. Vous avez un boulevard devant vous. Vous pouvez vous appuyer sur ces 3 millions de voix. Vous pourriez aujourd'hui être la force de rassemblement à gauche. Vous pourriez être qualifiable ou potentiellement qualifié pour le second tour. Pourquoi? Et je comprends que les sondages vous agacent, mais ils sont plus bas qu'avant les Européens en 2019. Pourquoi aujourd'hui vous n'êtes pas une force motrice pour ces sujets-là? Est-ce qu'on peut, selon le dicton, compter les bouses à la fin de la foire?
Moi, je veux bien, si vous voulez, la campagne, vous le savez, vous la commentez tous les jours, vous êtes un expert, vous avez bien compris qu'il y a encore la moitié des Françaises et des Français qui n'ont pris aucune décision. C'est vrai. Et ils sont en train de s'emparer de cette campagne. Et qui risquent de ne jamais se raccrocher à cette campagne. Ça, j'y crois pas. Pardonnez-moi, alors peut-être que je suis optimiste, mais on est dans une situation assez étonnante où, finalement, rarement dans une société, un pays choisit, autrement qu'en rêve, la société dans laquelle il veut vivre. Là, on a le diagnostic sur le climat. Mais on sait, justement, on sait parfaitement. On sait ce qu'a été l'extrême droite dans notre pays. On a l'histoire. On sait ce que le libéralisme a produit d'inégalités, de prédation. Et on a les technologies, les fermes, les entreprises, les centres de recherche qui ont toutes les solutions. Oui. Eh bien, moi, je veux convaincre les Françaises et les Français que l'écologie est le seul projet qui, justement, nous réconcilie entre nous en agissant pour une planète vivable et la justice sociale. Vous avez rappelé votre méfiance sur les sondages. Je vais quand même vous mettre les chiffres qu'on a sous la main. Dernier sondage est là pour BFM TV qui date d'une semaine. Il y a d'autres études qui donnent des chiffres un peu différents, mais c'est juste pour donner une proportion. Vous êtes à 4,5%. Anne Hidalgo, 1,5%. Jamais un candidat socialiste n'a été aussi bas. Vous avez Mélenchon qui est haut, qui est à 10%, mais il n'est pas à son niveau de 2017. Vous avez un boulevard devant vous. Oui. Pourquoi, juste pour simplifier, pourquoi est-ce que les électeurs de gauche, les 18 millions d'électeurs de gauche qui ont voté Hollande en 2012, ils n'ont pas disparu dans la nature, ils sont quelque part. Oui. Il y en a beaucoup qui sont chez Emmanuel Macron. Vous passez votre temps à dire qu'Emmanuel Macron mène une politique de droite, et pourtant, vous avez des millions d'électeurs de gauche qui s'apprêtent à voter pour lui au premier tour. Vous ne posez pas de questions là-dessus ? Laissez la campagne se dérouler. Bah, la vous connaissez les sondages. Reconnaissez avec moi que depuis un an, ils n'ont pas bougé d'un iota. Vous avez perdu, vous étiez plutôt à 8, 9, 10. Laissez-moi, je vais y venir, je ne nie pas. Macron est à 25, 26 depuis un an. Bah, c'est le seul qui ne bouge pas. C'est le seul qui bouge pas. Mais c'est le seul qui bouge pas. Bien sûr que non. Vous avez Mélenchon et pratiquement au même niveau. Vous avez Pécresse qui est revenu au niveau de Xavier Bertrand avant la primaire. Les seuls qui ont bougé, vous avez raison, c'est quand il y a eu plus de candidats dans le même espace politique. À gauche. Non, et puis Zemmour et Le Pen. Ah, c'est pas neutre. C'est important. Et donc, là, on est dans un moment où la campagne démarrant, les Françaises et les Français vont commencer à regarder qui est cohérent, qui est crédible, qui suscite l'enthousiasme, qui mobilise pour que notre pays aille mieux, pour qu'on le répare, service public, division, qu'on le projette dans l'avenir autour de l'écologie. Et voilà, on ne va pas faire on va pas rester sur les sondages. Mais ce que je veux vous dire, c'est que dans ce moment qui est devant nous, de cristallisation de la campagne électorale, eh bien, vous allez voir que l'écologie va devenir un projet enthousiasmant pour les Français. Je ne parle pas que de votre niveau dans les sondages. Si on fait je reprends le même élab de la semaine dernière. Si on fait le total des voix de gauche, il y a 7 candidats de gauche. Le total des voix de gauche, c'est 25%. Le total Le Pen, plus Zemmour, plus Dupont-Aignan, c'est au-delà de 30%. Comment vous voulez, alors que vous rassemblez un électeur sur 4 au premier tour, rassembler un électeur sur 2 au second tour? Aujourd'hui, la gauche est dans un état qu'elle n'a jamais connu sous la Ve République. Qu'est-ce que ça dit du pays? Qu'est-ce que ça dit de vos propositions dans le pays? Ça dit quelque chose d'une partie de la gauche, au fond, qui à la fois a gouverné il y a 5 ans. Et vous étiez, votre parti avait des ministres dans le gouvernement? Non, au tout début. Oui, mais vous y avez un accord de coalition en 2012. Quand on avait un contrat où il était question d'agir sur l'environnement, vu qu'il ne se passait rien, on était obligé de partir. C'est ça la réalité. Donc, si vous voulez, il y a au fond un logiciel politique qui, à la fois, voit bien que l'accompagnement du libéralisme, qui a une histoire incroyable, le Parti socialiste, c'est des conquêtes sociales, c'est des conquêtes démocratiques incroyables, mais qui a montré ces dernières années de profondes limites. Oui, d'ailleurs, plein d'électeurs vont aller voter Macron ne cesse de se diviser. C'est sans problème, en vrai. Moi, ma raison d'être dans cette campagne, c'est de démontrer que voter pour l'écologie, c'est justement renouveler la grande force de progrès de notre société. Parce que, je l'ai dit, on a parlé de beaucoup de choses quotidiennes. Ouais. Et je veux résoudre les problèmes au quotidien des Françaises et des Français. On a des solutions crédibles. Mais la France, vous le savez,
c'est aussi, et c'est pour ça que je vous parle de la République écologique, c'est de dire la liberté. On a parlé d'autonomie, manger sain, respirer un air pur, liberté d'expression, de croire ou de ne pas croire, d'aimer qui on veut, d'être ce que l'on veut, et de défendre la démocratie à Paris, à Moscou, à Pékin. Donc ça, c'est l'égalité, c'est la fraternité. Donc, au fond, c'est le nouveau récit du progrès. Et vous le voyez bien, c'est un récit qui prend la France là où elle est et qui lui permet d'écrire une de ses plus belles pages de son histoire. Puisqu'on parle je parle de la gauche, là, je ne parle pas que de vous. Dans cette situation terrible, historiquement terrible pour la gauche, il y a quelqu'un qui progresse ces dernières semaines. On ne sait pas où il arrivera le jour du scrutin, c'est Fabien Roussel. Et les dynamiques, il faut toujours les regarder. Elles disent quelque chose du pays et de l'humeur du pays. Il est à la une de Libération, par exemple, demain matin, Fabien Roussel. On va voir cette une de Libération demain matin. Voilà, marre de cette gauche qui nous culpabilise. Et voici ce que disait Fabien Roussel, le même Fabien Roussel, ce matin sur France Inter, sur la première radio de France. J'en ai marre, moi, d'une gauche et des écologistes qui donnent des leçons de morale, qui vous culpabilisent quand vous prenez la voiture, quand vous prenez l'avion, quand vous mangez de la viande, qui vous traitent de raciste quand vous êtes pour le nucléaire, ou qui vous disent que vous êtes raciste quand vous prenez un drapeau bleu, blanc, rouge. Je ne vais pas revenir sur les points qu'il soulève parce qu'on a déjà évoqué dans l'émission. Mais est-ce que la candidature de Fabien Roussel, la candidature du sourire, de la France des jours heureux, comme il dit, est-ce qu'elle ne dit pas aussi de quelque chose de l'humeur du pays? Tout à l'heure, il y avait une question d'un téléspectateur qui disait « mais vous ne souriez pas ». Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose autour de ça? Vous, est-ce que vous ne proposez pas une France où les difficultés sont devant nous, où on pourra faire moins de choses facilement, on pourra peut-être moins prendre l'avion, où ça va être plus difficile? Lui propose une version plus positive aussi, une vision peut-être plus positive de la société française. Et en même temps, on me posait la question de dire, c'était Natacha Polony qui me disait, vous parlez beaucoup d'enthousiasme, est-ce que vous vous adressez vraiment aux difficultés des Français? Donc vous voyez que ces deux commentaires, ils peuvent paraître d'une certaine façon un peu différents. Je ne fais pas de commentaire, je pose une question en m'appuyant sur ce que dit Fabien Roussel. Tout à fait. Mais franchement, moi je veux bien qu'on oublie, qu'on dise, qu'on arrête de nous culpabiliser sur la voiture. Vous avez bien compris que j'offre des solutions de liberté et de mobilité. Désolé, attendez, je ne passe pas par perte et profit. 100 000 morts selon Harvard, 100 000 morts prématurées liées à la pollution de l'air. Je ne passe pas par perte et profit toutes les maladies chroniques qui explosent dans notre pays du fait de la malbouffe. Moi, je suis et je me bats depuis tellement d'années justement pour la bonne bouffe. Je me bats, franchement, est-ce que ce projet écologiste qui fait qu'il y a plus de services publics, il y a plus de liens sociaux, il y a moins de pollution, il y a moins de déplacements contraints, plus de proximité, qu'on redonne du sens au boulot, de la participation dans l'entreprise, qu'on règle les problèmes des Français et que justement, on crée une qualité de vie qu'on a perdue depuis longtemps. Et bien ça, c'est mon enthousiasme. Je ne crée pas de l'enthousiasme en essayant de nier les problèmes parce que je trouve ça irresponsable. Je crée de l'enthousiasme en les solutionnant. Et bien c'est ça l'écologie aujourd'hui. Alors parce qu'elle veut gouverner. Dernière question qu'elle veut gouverner. Dernière question sur les sondages, pas sur votre niveau dans les sondages, mais dans le même sondage Elab la semaine dernière, il y a une spécificité de vos électeurs. Les électeurs de Le Pen, Zemmour, de Mélenchon et de Macron, à 70%, ils sont certains de leur choix. Ils voteront pour celui qu'ils préfèrent. Vous êtes le candidat dont les électeurs sont le moins certains de leur choix, à 44% dans ce sondage. Ça veut dire qu'en fait, vos électeurs, ils hésitent entre vous, ils vous aiment bien, mais peut-être qu'ils seront convaincus par Macron, ou peut-être qu'ils seront convaincus par Mélenchon, ou peut-être qu'ils seront convaincus par Taubira. Pourquoi est-ce que vos électeurs sont le moins fixés sur vous? Est-ce qu'ils sont zappeurs? Qu'est-ce qui manque pendant votre campagne? Ça a toujours été comme ça, en fait. Pour les écolos? La réalité, pour les écolos, ça a toujours été comme ça. Parce qu'on a un électorat qui, parfois, s'intéresse plus tardivement à la campagne. On a parlé des jeunes tout à l'heure. À la dernière élection nationale, qui était l'élection européenne, ça paraît Vous avez fait 3 millions de voix. C'était préhistorique parce que c'était il y a 3 ans. Covid. J'ai été le premier vote jeune. Ce n'était pas du tout ce que nous donnaient les sondages jusqu'à là. Parce que les jeunes, aujourd'hui, ils vont se mobiliser tardivement. Mais je suis convaincu qu'ils savent que leur présent, leur futur va se décider dans cette élection. Et donc, on a comme ça un électorat qui regarde la politique, qui s'interroge, qui compare les projets et qui, à un moment donné, prend une décision et l'affirme par le vote.
eh bien, je suis convaincu que c'est encore ce qui va se passer. Et que, encore une fois, cette campagne s'ouvre. On sort d'une période quand même où, vous vous souvenez, il y a 1 an et demi, tout le monde disait, on parlait du monde d'après. Ouais. Aujourd'hui, on a l'impression d'avoir totalement évacué. Comme s'il n'y avait pas de leçon à tirer. Vous voulez dire que vous êtes le candidat du monde d'après? Bien sûr, bien sûr. Comme si on n'avait pas de leçon à tirer sur notre hôpital et sur la santé. Comme si on n'avait pas de leçon à tirer sur notre vulnérabilité économique. Comme si on n'avait pas de leçon à tirer sur nos services publics. Comme si on n'avait pas de leçon à tirer pour notre jeunesse, sur la culture, sur l'école. Eh bien, justement, dans cette campagne, nous allons donner une perspective crédible, enthousiasmante, de rupture par rapport au statu quo, parce que le statu quo, c'est le chaos, et je ne parle pas de la barbarie. Juste dernière chose, je repars sur le départ, 3 millions de voix, donc un élan, un enthousiasme, une ambition. Votre campagne coûte environ 8 millions d'euros. C'est 4 fois plus que le budget de la campagne d'Eva Joly, la dernière campagne présidentielle d'un écologiste. Vous avez fait un prêt, le parti a fait un prêt de 6 millions d'euros. C'est-à-dire que pour la première fois, vous vous êtes dit, on va se donner les moyens de nos ambitions, on va prendre de l'argent, on va faire un prêt, en pensant que, effectivement, vous allez dépasser 5% dans le résultat des votes, et donc, vous allez pouvoir être remboursé. Qu'est-ce qui se passe si vous restez à 4,5% et que vous n'êtes pas remboursé? Est-ce que ça pose un problème de viabilité économique pour le parti? Vous allez voir qu'au fur et à mesure de cette campagne, l'écologie va se poser au cœur de cette campagne, parce que je pense que les Français... Et si ce n'est pas le cas, est-ce que le parti est ruiné si vous ne faites pas 5%? Non, parce qu'on est dans cette perspective, on n'est pas du tout dans cette perspective-là. Que les Françaises et les Français vont se lasser des candidats qui parlent des boucs émissaires et jamais des solutions. Vous savez, en ce moment, on a développé des meetings où on va le midi sur les places, dans la rue. Et ça marche très très bien. Parce qu'en fait, ce n'est pas des meetings de militants où tout le monde est convaincu, où vous filez le drapeau à votre militante, à votre militant. Ça, c'est référence à Jean-Luc Mélenchon. Mais non, mais parce qu'on les fait aussi, ces meetings-là. On sait comment ça s'organise. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur les places publiques parce qu'on dit la politique doit retourner dans l'espace public. Et que c'est très intéressant parce qu'on est sur des places, évidemment, là où les gens font la pause déjeuner. Et les gens viennent au meeting et ils discutent avec les militantes et les militants des discours qui ont été prononcés, des propositions qui sont faites. Et bien voilà le type de campagne qu'on veut faire. On veut être avec les Françaises et les Français, dans les zones rurales, dans les petites villes, dans les bourgs, comme dans les centres-villes, comme dans les quartiers populaires. Et on veut à chaque fois démontrer que votre problème de logement, votre problème de transport, votre problème d'alimentation, votre problème de boulot, on a une réponse. Mais surtout, on a une réponse qui, toutes les réponses ensemble, donnent un beau projet pour notre pays. C'est ça l'écologie. C'est la République écologique. Merci Philippe Corbet. On va voir à nouveau Yannick Jadot, ce qui fait réagir dans vos propos ce soir, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par mail avec le QR code. Et c'est toujours avec Léopold Audebert. Monsieur Jadot, je vous sens plus souriant. Ah, mais parce que vous arrivez. Voilà, j'ai compris que c'était après le jingle où vous arrivez, il fallait sourire. Vous savez, je viens avec des bonnes nouvelles parce que depuis tout à l'heure, ça fait réagir sur Twitter évidemment. Regardez par exemple un premier téléspectateur internaute qui nous écrit voilà, Annick, vous qui nous disiez qu'il ne souriait pas, qu'il n'était pas blagueur, Jadot vous montre le contraire, changeons. On allait encore plus loin parce qu'on a demandé même à Annick qui est revenue vers nous de vous jouer une deuxième fois et voici sa réaction avec notre petit panel finalement. Quelques blagues plus proches, meilleure deuxième mi-temps pour le candidat. Voilà, Annick, elle est revenue, elle apprécie votre prestation maintenant, elle vous semble plus convaincant. Est-ce que vous avez senti peut-être que vous êtes plus à l'aise dans la deuxième partie de l'émission plus que la première? Oui, peut-être. On peut toujours être plus à l'aise, mais reconnaissons quand on parle de sécurité, quand on parle de l'Ukraine, c'est pas gai. Enfin, je veux dire, c'est quand même des enjeux extrêmement lourds pour notre pays. Donc, encore une fois, moi, je veux porter un enthousiasme, mais je suis pas dans cette campagne pour m'amuser, en fait. Notre pays mérite un grand débat politique. Notre pays mérite une belle confrontation entre projets. On peut sourire sans forcément être un clown. Non, mais vous avez parfaitement raison. Comme quoi, par rapport à ce que dit Yannick, parfois les deuxièmes mi-temps sont largement meilleures que les premières.
Là, c'est pas bien. Et qu'un match, ça va vraiment au bout des prolongations. C'est nul. Alors là, c'est là que vous faites une erreur. Au bout du temps fondamentale, parce que dans un match aller, Monsieur Switek, il n'y a pas de prolongation. Non, je voulais dire temps réglementaire, évidemment. Léopold. Autre sujet qui a fait pas mal réagir, un sujet de fond cette fois-ci, c'est le sujet de la malbouffe. Vous en avez beaucoup parlé tout à l'heure, et c'est un des sujets qui est le plus revenu des personnes, comme par exemple c'est Bernard qui nous écrit « Ce qui m'inquiète, en effet », donc qui rebondit sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la malbouffe industrielle. Pour vous, c'est un enjeu particulier ce soir de parler de ce thème-là Et bien sûr, parce que c'est un enjeu santé majeur aujourd'hui, y compris suite à la pandémie. Vous avez une augmentation du surpoids, vous avez une augmentation de l'obésité. On sait à quel point le numérique, téléphone, tout ça, crée une sédentarité. Et on sait pourtant que le sport est un outil absolument extraordinaire d'épanouissement, notamment tous les sports, et que vous pratiquez même tout seul, vous pratiquez collectivement, d'une certaine façon, à un moment donné. Donc c'est important. Et c'est vrai qu'on a dans notre pays un élevage dont il faut sortir. L'élevage en cage, l'élevage industriel dont on ne voit que les vidéos de L214, c'est absolument dégueulasse ce qui se passe pour les animaux. C'est terrible pour les éleveurs et ça pollue et ça fournit une alimentation de médiocre qualité. Et donc on a la malbouffe, c'est notre ruralité. La malbouffe, ce sont notre campagne. La malbouffe, c'est des vies décentes pour nos paysannes et nos paysans. C'est les campagnes vivantes. Et puis, c'est le plaisir partagé. La gastronomie, c'est le plaisir partagé. On est le pays de la gastronomie, de la bonne bouffe, et on nous sort du Sodexo matin, midi et soir. Ça ne peut pas être ça, la France. En tout cas, ça parlait notamment à beaucoup de jeunes. Autre question sur la jeunesse par rapport à la question du droit de vote. Cette fois-ci, vous avez parlé du droit de vote à 16 ans. Oui, mais voilà, quand on sait que les jeunes de 18 ans votent très peu, quel intérêt? Je l'ai dit, l'idée, c'est à la fois souvent à 16 ans, on a vu des jeunes se mobiliser pour le climat, ils se mobilisent pour beaucoup de causes. Et puis, je l'ai dit, c'est l'idée qu'à 16 ans, le premier vote ait lieu dans le cadre du lycée. Et ça permet d'avoir, encore une fois, une possibilité d'expliquer le fonctionnement des institutions, le fonctionnement de la démocratie, à quoi sert une démocratie, à quoi ça sert de voter. Et je trouve que c'est un bel âge pour, au fond, apprendre, parce que beaucoup de jeunes à 18 ans, aujourd'hui, sortent de l'école sans savoir exactement comment fonctionnent les institutions, au regard des toutes petites heures qui sont consacrées à la culture civique et morale. Merci beaucoup, Léopold. Merci à celles et ceux qui nous ont envoyé des questions ce soir. Une question en conclusion, Yannick Jadot. Pour annoncer cette émission, il y a des spots qui tournaient sur l'antenne de BFM TV. Et la première phrase de ce spot, un peu taquine, disait « Il veut sauver la planète ». En parlant de vous, est-ce que le costume n'est pas trop grand à 50 jours de la présidentielle? Alors ça, moi, c'est une expression que je ne reprends pas, en fait. Pour diriger le pays, pas du tout. Mais en fait, moi, je ne veux pas sauver la planète. Je veux qu'on l'aime. Vous savez, la planète, si on disparaît, elle continuera à tourner de la même façon. Moi, j'aime la nature. L'écologie, c'est d'abord protéger le beau. Le beau de la nature, le beau des femmes et des hommes. C'est un projet extrêmement positif, en fait. C'est un projet, au fond, où on remet l'émerveillement de la nature et de l'autre au cœur du projet politique. Et non, la France peut, à la fois, doit tenir sa responsabilité, en faire un outil de justice sociale, je l'ai dit, d'innovation économique et industrielle. Mais la France, c'est pas que la France. La France, je l'ai dit, c'est à la fois un pays de culture et d'histoire rurale. C'est un pays de patrimoine culturel extraordinaire. Et vous l'avez dit ce soir. C'est un pays où on a envie d'être fier de nous, de montrer au monde un leadership, et on aime bien que les autres nous regardent parce que nous donnons l'exemple. C'est ça être français. Merci Yannick Jadot d'avoir été notre invité ce soir dans Face à BFM. Merci à mes camarades.